Vous êtes branchés sur la fréquence 9/3/4. Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fréquence 9/3/4. Je suis Jérémy. Et je suis Marina. Comme le titre du chapitre l'indique, la première tâche du tournoi arrive vite, trop vite pour Harry qui n'est pas prêt et qui va devoir s'y préparer en quelques heures avant d'affronter le Magyar à pointe. Est-ce qu'Harry va mourir tragiquement devant l'école tout entière, ce qui signifierait la fin de la saga et donc du podcast? Oh my god! Le suspense est énorme quand vous le voyez, et comme c'est peut-être le dernier épisode de la fréquence, il fallait obligatoirement être accompagné d'une invitée auditrice pour vivre ça. Et aujourd'hui, ce sera Justine qui va nous suivre tout au long de ce chapitre. Hello Justine, comment ça va? Ça va, hello Jérémy, hello Marina. Bah ouais, bon, rassurez-vous, c'est pas le dernier épisode de la fréquence. Ah non, spoil pas l'issue de la première tâche. Pas du tout, Mais ouais. On sait pas ce qui se passe. Tu seras pas notre dernière invitée, mais en tout cas c'est un plaisir de t'avoir. Tu vas rester avec nous tout au long du chapitre et puis on fera un petit after show aussi pour le Patreon en bonus. On va parler du casting des films Harry Potter parce que dans ta présentation tu nous disais que tu avais une petite anecdote. Nous aussi on a une petite anecdote d'ailleurs. Enfin, voilà, ouais, mais qui est connue, mais c'est pas secret. Non, tu vois, parce que... Ouais, je pense à propos de l'acteur de Seamus Finnegan. Ouais, voilà, c'est pas vraiment une anecdote, mais... Bah, si vous l'aviez raconté dans le podcast, je la connais, mais sinon, hâte de la découvrir. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est pas vraiment, c'est plus notre rencontre qui était assez marrante. Non, voilà, on va parler des films, du casting des films, parce que je crois que t'es assez attaché au film, mais aussi oui. à la lecture. Justement, comment t'as découvert Harry Potter? C'est quoi ton profil de fan de Potterhead? Alors, mon profil, c'est marrant parce que j'ai pas rencontré encore quelqu'un qui l'a vécu comme moi, parce que je l'ai découvert, je pense, quand j'avais 8 ans. C'était la sortie du film, le tout premier, qui était en 2001. Et du coup, c'était, je pense, ma première grosse sortie au cinéma avec mes copines. C'était vraiment l'événement. Et quand j'étais ressortie, je m'étais dit, waouh, incroyable. En fait, c'était un peu comme si... Harry, lui, découvrait le monde de la magie et moi, j'ai découvert le monde du cinéma et je suis rentrée là-dedans par le cinéma. Et ensuite, je me suis pas mise à la lecture parce que j'ai discuté avec mes copains, mes copines qui, eux, lisaient les livres et me disaient qu'ils étaient assez déçus par rapport au film. Donc, j'ai tenu jusqu'à la fin, donc jusqu'au lycée. Quand le dernier film est sorti, j'étais en terminale. Et je n'ai lu aucun livre jusqu'à la sortie du dernier film. Et c'est là que je me suis dit, ok, là, c'est parti, tu peux commencer à lire les livres. Et j'étais aussi triste que les films se terminent. Donc le fait de pouvoir lire les livres après, c'était vraiment faire perdurer l'histoire de Harry Potter. Et j'étais vraiment super contente de pouvoir retrouver plein de détails. Surtout, c'est à partir du tome 3 qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas incluses dans les films. Et vraiment, j'ai adoré les livres et je regrette pas de l'avoir fait dans ce sens-là parce qu'effectivement, il y a plein de choses dans les films qui sont un peu oubliées. Voilà. Mais t'as eu une force mentale quand même assez folle de pas de te réfréner d'ouvrir les livres pour connaître la suite. T'as vraiment attendu la sortie des films, quoi, pour le coup. Bravo. Ouais, du coup, incapable. Après, j'ai compensé avec tout ce qu'il y avait autour de Harry Potter. Donc, j'ai acheté tous les magazines sur le tournage. Il y avait même des petits épisodes sur les faux raccords dans les films où on voit qu'il y avait eu des mauvais cuts, etc. Je jouais pas mal aussi aux jeux vidéo sur PS1, sur PC aussi. Voilà, donc je compensais aussi là-dessus. Et je regardais beaucoup les DVD aussi. Il faut dire que je les ai pas mal regardés. Mais c'est vrai que je sais pas si on a déjà eu ce profil de fan. De mémoire, non. Ouais, certainement dans ceux qui nous écoutent, mais dans ceux qu'on a reçus, c'est sûr que non. Je sais qu'il y a encore aujourd'hui des auditeurs et des auditrices qui écoutent le podcast et qui n'ont pas lu les livres, en fait, et qui les découvrent à travers le podcast, ce qui est intéressant. En vous écoutant, oui. Ouais, de toute façon, il n'y a pas d'étape obligatoire pour être fan. On peut très bien avoir vu que les films et kiffer les films, et pas forcément être attiré par la lecture. Et peut-être que notre podcast est aussi peut-être un moyen de se plonger dans les livres sans les lire directement, je sais pas. Peut-être qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui êtes concernés. Mais ouais, ton approche, elle est intéressante. C'est vraiment découverte 100% par les films. Et je sais pas si j'ai mal compris, mais donc du coup, Harry Potter,
t'a ouverte au cinéma, enfin la passion du cinéma, non? Oui, Ouais. oui, c'est ça. J'ai commencé à m'intéresser à ce milieu-là par Harry Potter en fait, et j'étais tellement fascinée par ça que je faisais option histoire de l'art quand j'étais au lycée. Et fallait qu'on choisisse plusieurs sujets pour l'oral du bac. Et j'avais voulu faire, justement, je m'étais dit, bah tiens, je vais peut-être lire un livre et carrément étudier la comparaison entre les livres et l'adaptation dans les films. Et mon prof m'a dit que c'était trop enfantin, donc je n'ai pas fait ça. Voilà, j'ai fait autre chose. C'était un autre film, mais ouais, j'ai vraiment découvert ce milieu-là par Harry Potter, et puis tout ce qui est effets spéciaux, enfin vraiment. Je regardais les documentaires aussi, parce qu'il y avait pas mal d'interviews, documentaires qui passaient à la télé. J'ai eu la chance que mes parents avaient Canal+, donc il y avait pas mal de choses sur le cinéma là-dessus. Voilà. Ouais, ce qui t'intéressait aussi au-delà des films eux-mêmes, c'est la façon dont ils sont faits, toutes les coulisses, Oui. voilà, tous les backstage, la technique et tout. Exactement. Oui, je suis allée au studio Harry Potter parce que j'ai vécu à Londres quelque temps. Ouais, on se demande bien pourquoi. Et je suis allée au studio Harry Potter, et vraiment, là, c'était vraiment incroyable. C'est même le si on n'est pas paradis pour forcément ça. passionné par le cinéma. Mais voilà, c'est incroyable. On voit les décors, on voit les costumes. Enfin, j'ai même eu ma petite larme à l'œil quand ça a commencé. Je dis pas comment ça démarre, mais ils mettent bien en scène le truc. C'est super bien fait. J'étais trop émotive. Ouais, c'est vraiment un moment qu'il faut pas gâcher aux futurs visiteurs des studios, parce que c'est vraiment un moment magique. Ouais, Oui. parce que j'avais déjà visité Marina, c'était la première fois quand on y est retourné il y a pas si longtemps. Et c'est vrai que je tenais à pas spoiler cette partie, c'est pour ça qu'on le fera pas dans le podcast, parce que non. Faut le vivre en fait, parce que sinon si tu sais que ça arrive, ça perd un peu de sa magie. Ouais. Oui. Ouais, c'est vraiment le truc. Pour moi, il y a vraiment deux parties dans la visite qui sont assez émouvantes. Il y a le début et la fin en fait. Mais oui, c'est ça. Vous spoilez pas. Non, c'est sympa. En tout cas, t'as un profil assez atypique. J'ai énormément de respect. Moi, j'étais tellement accro à la moindre chose que je pouvais me mettre sous la dent que voilà, je me suis mis à la lecture en anglais parce que je pouvais pas attendre la sortie des traductions. Donc j'en étais à ce point-là à vraiment regarder. Par contre, c'est vrai que j'ai un souvenir aussi, parce que j'étais assez passionné de cinéma, peut-être un peu moins maintenant, mais ça m'a ouvert aussi au cinéma. Et du coup, en étant un peu actif sur les sites de fans et tout, quand Internet est arrivé, c'est vrai qu'on se jetait sur chaque image qu'on pouvait avoir, et j'ai des souvenirs d'être super excité par des images du tournage des films qui fuitaient. C'était magique de voir ça, et notamment de voir. Moi, j'avais un classeur où je collectionnais les photos, même les shootings. J'étais fan d'Emma Watson, je m'habillais comme elle. Enfin, c'était vraiment. Est-ce que tu lui as écrit une lettre? Non, je ne lui ai pas écrit. Je t'ai battu là-dessus. J'ai pas pensé à faire ça. C'est vrai. T'aurais reçu une réponse comme tout le monde. Ouais, mais c'était une réponse type imprimée. Qu'elle avait déjà, d'accord. Ouais. Donc, mince. Ouais. Ok, Justine, tu vas nous accompagner du coup sur ce chapitre 20. On va enfin commencer réellement le tournoi des 3 sorciers, parce que c'est la première tâche dont il est question, et du coup, j'invite tout le monde, un peu comme les champions qui sont sous pression dans les coulisses de la première tâche. Et je vous invite à ce qu'on respire bien fort. On s'apprête à piocher dans le sac de Verpé, le dragon qu'on va devoir affronter. Attention, c'est parti. Harry Potter et la coupe de feu. Chapitre 20. La première tâche. Alors ce matin-là, Harry se lève dans le brouillard. Il prend son chapeau pour une chaussette en essayant de l'enfiler. Puis il part rejoindre Hermione dans la grande salle pour le petit déjeuner. Il la retrouve en compagnie de Ginny. Il attend d'être seul avec son ami pour leur désormais traditionnelle balade matinale dans le parc, et surtout pour lui raconter ses aventures de la veille. Alors là, Hermione, elle est avec Ginny. On s'était demandé, je crois dans le précédent épisode, si Hermione, elle fréquentait d'autres amies filles quand elle n'était pas avec Harry et Ron. On avait cité assez logiquement Ginny. Là, on en a un exemple. Par exemple, Hermione, des fois, elle prend son petit déjeuner avec Ginny. Et on a eu plusieurs réactions.
par rapport à Luna, parce que on avait dit oui, enfin, en tout cas, c'était plutôt mon avis qu'elle devait être assez solitaire dans son dortoir et tout, surtout que, par exemple, Ginny, elle partage pas le même dortoir que Ginny. Donc, elle doit être assez solitaire, mais elle a quand même des amies filles. Et notamment, on avait cité Ginny, logiquement, mais on avait cité Luna. On a eu plusieurs réactions en mode « Ah, je suis pas sûr qu'Hermione elle soit amie avec Luna, parce qu'elles sont quand même différentes. » Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'elles sont amies. Ça part pas bien, mais je pense qu'elles deviennent amies. Mais je sais pas, vous, ce que vous en pensez. Parce que je sais pas, c'est dans quel film où ils introduisent Luna. Dans le 5. Dans le 5 Ouais. C'est pas l'ordre du Phénix. Ouais. Et elle dit c'est... comment c'est elle quoi l'appelle son déjà surnom C'est Loufoka. Loufoka. Loufoka Love. Ouais. Loufoka Love, ouais. Et je me dis, je pensais à la même chose que toi, Marina. Je me suis dit, pour moi, elles peuvent pas vraiment être amies parce que moi, je présenterais pas mon amie en l'étant par un surnom comme pas ça. avant le 5, du moins. Bah, Oui, en fait, c'est ça. oui. Bah, c'est vrai elle existe avant le 5, mais nous, on la connaît pas avant. Alors, je sais pas si Hermione se moque d'elle. Je pense pas qu'elle fasse partie des gens qui se moquent de Luna, encore moins qui la harcèlent. Je pense qu'elle la trouve enfin, elle la harcèle pas, mais elle la trouve loufoque. Oui, ça, parce qu'elle a des idées très originales par rapport aux idées arrêtées que peuvent avoir Hermione, je pense. Oui, je pense pas que Hermione, ça soit une abonnée du chicaneur. Oui, quoi. voilà. C'est pas un journal qu'elle respecte et qu'elle lit. Voit des nargoles. Ouais. Bah, étant donné qu'elles sont pas dans la même maison et qu'elles ont toutes les deux un profil assez solitaire, je pense que c'est assez difficile pour elles de se rencontrer vraiment. Je sais pas, je les vois un peu toutes les deux chacune dans leur coin et Non, mais possible, ouais. a vraiment pas osé à se rapprocher vraiment et c'est peut-être pour ça qu'elles se rencontrent grâce à l'Ordre du Phénix pour la suite en fait. Après, ouais, j'ai quand même espoir. Enfin, je sais pas, je suis peut-être un peu optimiste et tout, mais je pense quand même que les aventures qu'elle traverse avec l'armée de Dumbledore, ça les rapproche d'une certaine façon quand même. Alors après, de là à dire oui, est-ce oui. qu'elles sont amies, je sais pas, mais j'aime bien le penser quand même, malgré les différences, en fait, parce que il n'y a pas forcément besoin d'être similaire à ses amis, tu vois, pour les apprécier en tant qu'amis. On peut avoir des différences, elles en ont clairement. C'est pas du tout le même caractère, elles aiment pas les mêmes choses. Mais je sais pas, j'aime bien croire à une potentielle amitié entre elles. Mais après le 5. Ah oui, c'est ça c'est après, sûr. ça sera pas dans le 4. Ouais, c'est sûr. Mais d'ailleurs, je crois que dans le 5, elle fait plusieurs boulettes, Hermione. Je crois que c'est elle qui dit oui, le chicaneur, c'est un chiffon, faut rien prendre pour argent comptant, parce que voilà, c'est de la mauvaise presse. Et c'est là où Luna lui dit, mais c'est mon père, en fait, le rédacteur en chef du chicaneur. Donc vraiment, ça part vraiment pas bien du tout, mais je sais pas, j'ose croire qu'elle se rapproche quand même. Alors Hermione est évidemment choquée lorsque Harry lui explique ce que Sirius lui a raconté à propos de Karkaroff, mais c'est surtout les dragons qui l'inquiètent en premier lieu. Une fois n'est pas coutume, Hermione emmène Harry à la bibliothèque illico presto afin de trouver un moyen de passer devant les créatures, devant les dragons. En feuilletant quelques ouvrages, ils apprennent que la peau des dragons est si épaisse qu'elle les protège de la plupart des sortilèges. Pourtant, avant de devoir filer, Sirius avait dit à Harry qu'il existait un moyen simple de se débarrasser d'un dragon. Alors, c'est vrai que j'ai été vérifié et Norbert Dragono, il donne pas d'infos par rapport aux yeux fragiles des dragons dans Vie et Habitat des animaux fantastiques, parce que c'est ça, en fait, l'info que, très certainement, que Sirius voulait dire à Harry, et ce qui échappe à Harry et Hermione, là, dans leur recherche, c'est que effectivement, les yeux, c'est la partie fragile, c'est le talon d'Achille des dragons. Et j'ai été chercher, je fais « Ah, ça se trouve, il y a une petite incohérence, et que Norbert, il le dit dans le livre qui a été publié, Les Animaux Fantastiques. » Non, il le dit pas. Donc Newt n'aide pas Harry ici, malheureusement. Du coup, Harry et Hermione se concentrent plutôt sur des livres de sortilèges divers, sortilèges de transfert, métamorphose. Au grand agacement de Harry, Hermione, elle pense à voix haute en étudiant plusieurs ouvrages, d'autant que rien ne s'avère être utile pour réussir la première tâche. Harry fait chou blanc aussi dans ses recherches, naviguant entre des sortilèges d'arrachage instantané de cheveux ou d'haleine pimentée qui s'avèrent tous être hors sujet par rapport à son affaire. Au bout d'un moment, Krum fait de nouveau son apparition dans la bibliothèque, tiens, ce qui exaspère Hermione qui préférerait, je cite, qu'il reste sur son stupide bateau pour lire. Alors, elle emmène Harry dans la salle commune à la place pour éviter le fan club de la star qui ne tarde pas à arriver peu après. Est-ce que, du coup, la raison là, pour laquelle il reste pas sur son stupide bateau, pour citer Hermione, c'est parce qu'il veut voir Hermione? Enfin, et toi, Marina, je crois que t'es assez convaincue de ça à ce moment-là. Ok. Tu peux voir le plus Hermione. Mais c'est vrai qu'Hermione, elle est dure avec Krum. On avait vu au chapitre d'avant, elle dit qu'il est moche.
Là, elle préférerait qu'il reste sur son stupide bateau. Elle a cette animosité-là aussi, peut-être parce qu'elle veut pas s'avouer que elle a un petit crush elle aussi et qu'elle a pas envie d'être comme ces filles qui le poursuivent partout. Donc elle essaye de se convaincre que elle le regarde pas, alors que finalement peut-être que elle est intéressée au fond. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas la demande de Crum envers Hermione. Ouais. Quand est-ce qu'il l'a approché, comment il lui a demandé Oui, et c'est vrai, tout. ça. On n'a pas tous les détails, c'est vrai. Mais ouais, il peut y Et en avoir même temps, je me suis dit aussi, au-delà d'Hermione, vous en parliez dans un podcast précédent, c'est qu'est-ce qu'ils font en fait les élèves des autres écoles. Est-ce qu'ils sont dans Poudlard, est-ce qu'ils sont dans le bateau, est-ce qu'ils sont dans la calèche. Je pense qu'à un moment, on doit en avoir marre d'être, même si on imagine que à l'intérieur c'est immense, comme on a pu le voir dans la tente au Quidditch. Mais je me dis, on a envie de prendre l'air, quoi, d'aller voir d'autres personnes, de fréquenter d'autres lieux. Enfin, moi, je pourrais pas rester. Et puis c'est Dans le comme un bateau. échange culturel un peu aussi. Oui, voilà, c'est ça. Le fait d'être dans une autre école, surtout un château en Angleterre, c'est quand même pas mal sympa. Le paysage est pas mal, ouais. Non, mais ouais, je suis d'accord. Je pense qu'il y a de ça aussi chez Crum. Peut-être qu'il y a l'envie aussi de prendre l'air, d'aller voilà, dans le château, se balader, changer d'air. Je pense qu'Hermione joue beaucoup. Enfin, en tout cas, à ce moment-là, je suis assez convaincu qu'il a déjà repéré Hermione et qu'il aime bien la voir. Après, concernant Hermione, je sais pas si elle a un crush. Enfin, ça peut se tenir, hein. Mais en même temps, je la vois plus en mode ça l'agace parce que Crum vient perturber son habitat naturel à Hermione, qui est la bibliothèque, cet endroit calme où elle vient étudier. Et le fait qu'il squatte souvent, et ben en fait, ça perturbe un peu le lieu de la bibliothèque qu'affectionne particulièrement Hermione. Donc je pense qu'elle est sincère en fait. Bon, quand elle dit il est pas beau, ça lui ressemble pas de dire ça, mais vraiment parce que je pense que ça l'agace en fait qu'il vienne tout le temps à la bibliothèque. C'est un peu une réaction puérile, mais qu'on a peut-être tout su, tu vois. Ouais, En disant, ouais. non, il est pas beau, je l'aime pas. Ouais, Alors que tu parce- l'aimes Oui. tu l'aimes bien au fond Ouais, de toi. ouais. Mais je pense vraiment que quand Crum viendra lui parler pour lui proposer d'être sa cavalière et tout, je pense vraiment qu'Hermione elle tombe de haut parce que je suis pas sûr qu'à un quelconque moment elle se dit que Crum il l'aime bien en fait. Je pense pas que ça lui traverse l'esprit une seule seconde, donc c'est à ce moment-là où elle va vraiment changer d'avis, mais là elle est juste agacée quoi. C'est vrai que c'est transmis un peu dans les films parce qu'il y a quand même des regards. Je repense à la scène où on Ah voit oui. faire sa petite séance de sport autour Où il du monte ses lac, là. muscles là. Ouais. Là, c'est évident. Ouais. Mais je trouve que pour le coup, moi je reproche plein de trucs au quatrième film. Je trouve pas que ça soit une adaptation particulièrement réussie. Par contre, j'approuve tout à fait le fait d'en faire un vrai teen movie, un vrai film adolescent. McNewell a un petit peu insisté sur ce truc-là, mais en même temps, ça fait sens parce que tout le truc, on le dit souvent dans le podcast, le livre, il tourne énormément autour de ces thèmes-là, de l'adolescence, des hormones, des crushs, des amourettes, de l'éveil sexuel et tout. Donc là, ouais, par exemple, on a une scène qui joue sur les clichés, quoi, parce qu'on a lui, là, le beau gosse avec ses muscles, c'est le fan club qui le suit derrière et tout, c'est un peu stupide, mais en même temps, je trouve que ça caricature bien ce qu'il y a dans le livre, quoi. Le lendemain matin, Harry se lève et il sent direct la panique monter en lui. Hermione et lui n'ont rien trouvé sur les dragons la veille et pour la première fois, lui vient l'idée de s'enfuir de Poudlard. Pourtant, la vue de la grande salle ce matin-là vient lui rappeler que l'école est aussi le seul lieu où il n'a jamais été heureux. Un peu drama, Harry à ce moment-là, dire « Ah, je vais partir, mais non, c'est ma maison !» Ça me fait un peu penser dans le 3, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand il gonfle sa tente, il s'imagine vivre une vie de vagabond, peut-être rejoindre Hagrid en tant qu'assistant garde-chasse. Enfin, tout de suite, Harry, je sais pas, il se fait quand même vachement des films, en fait. Il est dans le drama, des fois, ça me fait rire. A priori, quand même, si ce n'était pas Harry Potter, il aurait été viré de l'école Poudlard, hein. Oui, certainement, oui. Oui, je pense. Ce qui l'a sauvé, c'est le fait d'être Harry Potter. Donc, je sais pas ce qu'il serait devenu s'il n'avait pas été Harry Potter. Parce que, en fait, par exemple, dans le 3, ce qui me fait mourir de rire, c'est le fait qu'il s'imagine être assistant garde-chasse de Hagrid, vivre dans sa cabane et voir Ron et Hermione poursuivre leur scolarité. Et que tu s'imagine un peu une vie de craque-molle comme ça. Et ça me fait rire l'imagination qu'il a. Puis surtout, le truc de s'enfuir, genre, c'est quand même... encore une fois, on est peut-être dans l'adolescent, genre la fugue, tu vois, genre l'idée de fuguer tout de suite pour fuir le problème.
Alors qu'en vrai, c'est un peu ridicule dans ce cas-là, parce que s'enfuir pourquoi, en fait? Je vais être honnête, moi, quand j'ai relu le passage, je me suis dit, je pense qu'à un moment, tu te dis, tu sais pas ce qui t'attend. Enfin, là, il sait un peu ce qui l'attend, mais limite, c'est la mort, quoi. Enfin, je sais pas, ton cerveau, il doit dérailler et tu te dis, comment est-ce que je vais pouvoir survivre à ça? Et je me suis dit, moi, je pense que, ouais, tu as envie ça peut te rendre fou, en fait. Donc, je comprends pourquoi il se dit, moi, je suis capable de partir parce que là, vraiment, je vois pas d'issue et en fait, il cherche des solutions par tous les moyens. Donc, je comprends que, en fait, il est concentré que sur ça. Son cerveau doit tourner autour de ça non-stop, en fait. Mais vous pensez qu'il a plus peur de, genre, mourir pendant l'épreuve ou il a peur de se faire ridiculiser devant l'école? De mourir. Parce que je crois que c'est au chapitre précédent, il dit qu'il n'arrive pas à voir son avenir au-delà de la première tâche. Tellement qu'il est persuadé qu'il va mourir durant cette première tâche. Oui, il y a Hermione qui lui dit déjà, on va essayer de te tenir en vie jusqu'à demain, quoi. Mais, déjà, ça veut dire qu'ils sont pas très optimistes. Mais c'est un peu naïf parce que Harry lui-même, il a entendu Charlie dire qu'il y aura plein de gens, ils seront tous là pendant l'épreuve et ils seront là prêts à intervenir si quelque chose se passe mal. En fait, il a pas trop confiance en Dumbledore quand il dit que le tournoi est super safe cette année, quoi. Bah après, on va le voir dans ma partie, mais c'est quand même chose qui arrive à certains candidats. Oui, c'est quand même on super en parler, ouais, c'est vrai. Alors, c'est dit quand même dans ce passage que Harry préfère rester à Poudlard à affronter un dragon plutôt que de se retrouver à Private Drive avec Dudley. Donc, là aussi, dans le drama, on est bien. Après le petit déjeuner, alors qu'il se rend au cours de botanique avec Hermione, Harry croise Cédric et ça lui revient qu'il est sans doute le seul champion à ne pas savoir au sujet des dragons. Il dit alors à Hermione qu'il la rejoint plus tard et il rebrousse chemin en direction de l'escalier en marbre où se trouvent Cédric et ses amis de Poufsouffle. Comme ses camarades sont pour le moins hostiles envers Harry en ce moment, Harry a une idée en tête pour isoler Cédric. À bonne distance, il lance un crack badaboum en direction de son sac, qui donc se craque instantanément en répandant toutes ses affaires au sol. Cédric dit à ses amis d'aller prévenir Flitwick qui sera un peu en retard et qu'il s'occupe de rassembler ses affaires. Alors le plan de Harry a fonctionné comme il le voulait et il a donc le champ libre pour le rejoindre et discuter seul à seul. Là, on a le sortilège Crack Badaboum qui me fait beaucoup rire. Ce sortilège, il a une particularité. Est-ce que vous savez laquelle? Petit quiz. Il est français, non? Alors ouais, il est français, mais qu'est-ce que t'entends par là? Il est français. Il a des origines latines, non? Je sais pas. Ouais. Ah, c'est le même en anglais qu'en français? Alors non, mais justement, c'est ça il y a une particularité française, on va dire, avec ce sortilège. Il y a une onomatopée dedans. Bah, alors oui, alors on peut parler de la traduction parce que c'est vrai que c'est sympa. En vrai, c'est Crack Bada Boom, mais ça s'écrit B-U-M à la fin. Donc comme si c'était du latin en fait. C'est comme si on disait Crack Bada Boom en latin. Donc il y a un petit jeu de la part de Jean-François Ménard, le traducteur ici. Mais en fait, du coup le mot est assez rigolo, mais il a pris une liberté en fait parce qu'en anglais c'est pas ça. Je sais pas si je vous le dis. Bah, je pense qu'il va falloir que tu nous le dises. Ok. Bah oui, parce que moi, j'étais pas du tout dans la bonne direction. Non, mais si, en fait, c'est lié à la traduction, mais je vais vous le dire parce que c'est pas forcément facile à deviner, même si en vrai, c'est pas un truc hyper complexe, mais en fait, ce sortilège-là, il y a une seule formule qui est utilisée. En anglais, c'est toujours la même. Je sais pas si vous l'avez. Parce que, en fait, là, c'est la seule fois où on entend crack badaboom. C'est le seul passage où Jean-François Ménard a traduit le sortilège et que ça s'appelle crack badaboom. Mais le sortilège, il est réutilisé plus tard et en français, il a décidé en fait de garder le mot anglais. Vous l'avez pas? Un sortilège pour fissurer quelque chose, casser quelque chose. Ah, pourtant, j'en connais plein. Ouais, non, mais il est pas facile. C'est un peu un jeu avec des amis de se lancer des sorts. Alors, comme ça, et c'est assez qu'il n'y en a plus qui perdent. C'est le sortilège de découpe. Arrive à le réutiliser dans l'Ordre du Phénix sur un des cerveaux du département des mystères. Sauf qu'il n'utilise pas Crack Badaboom, il utilise le sortilège qui est en anglais, quoi. Harry détache les couvertures de son livre de potions dans Le Prince de Sang Mêlé. Il y a Hermione qui l'utilise aussi sur Ron dans Les Reliques de la Mort. Je vois pas du tout. Non, vous voyez pas? Quand je vais vous le dire, je pense que ça va vous énerver. Et ça fait une fissure? Ouais, en fait, ça arrache, ça découpe. Bon, je vous le dis.
Non, je vois pas. C'est Diffindo. Ah, mais oui. Oh non, j'aurais pas deviné. Tu l'auras pas? Non. Bah, c'est Diffindo, en Si, fait. moi, j'aurais pu. Ouais. Et en fait, En plus, j'ai Diffindo... joué à Hogwarts Legacy, j'aurais dû savoir. Ouais, parce que c'est dans Hogwarts Legacy. Et Diffindo, Oui. en fait, c'est... ça se dit comme ça en anglais. Et par exemple, dans ce passage avec Cédric, Harry, il lance un Diffindo. Là, Jean-François Ménard l'a traduit par Crack Badaboom, un truc assez rigolo. Et ensuite, en fait, il va juste garder la formule originale en anglais, Diffindo. Voilà. Et la traduction française a été gardée dans le jeu La Chambre des Secrets. J'y joue un peu sur Twitch. C'est pour ça que je me dis, j'entends la voix. Dans Oui. Diffendo. Diffendo. Du coup, dans La Chambre des Secrets, c'est Crack Badaboom. Alors en français, ouais, en français, c'est Crack Badaboom. Ça te fait penser à Flipendo, je pense. Non, c'est pas ça? Peut-être. Ouais, oui, peut-être Flipendo, ouais. Mais là, dans La Chambre des Secrets, dans le jeu en français, c'est insupportable parce qu'Harry, il arrête pas de dire Crack Badaboom, Crack Badaboom. Alors que c'est utilisé que dans cette scène du 4. Voilà. Mais il l'avait déjà dans La Chambre des Secrets pour le jeu, alors que le livre du 4 n'était pas encore sorti. Il était sorti. Oui, c'est vrai. Il y a des trucs un peu bizarres comme ça, mais on en parlait des jeux vidéo, c'est passionnant. D'ailleurs, il y a un livre qui a été publié là-dessus. C'est qu'en fait, ils étaient obligés de développer les jeux vidéo en marge des films parce que les sorties étaient... le jeu vidéo sortait en même temps que le film, forcément, pour que au moment où il y a une hype et tout. Mais forcément, ils n'avaient pas accès, en fait, à la création des films. Donc, en fait, ils se basaient sur le livre. Et là, par exemple, des fois, ils se basaient aussi sur les autres livres parce que c'est un sortilège qui est dans le 4, qui n'est pas dans le 2. Voilà. Alors, on retrouve Harry qui est seul à seul avec Cédric. Et à ce moment-là, Harry, il passe pas par 4 chemins. Il se dirige vers Cédric et il lui dit « La première tâche, c'est des dragons. » Alors, ça me fume parce que il embraye direct Cédric. Il lui dit même pas bonjour. Il fait « La première tâche, c'est des dragons. » Il n'y a pas d'introduction, rien. En même temps, je pense qu'il a peur de se faire choper, qu'on l'entende, ou que Cédric ne veuille pas lui parler aussi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que il balance l'info, comme ça, au moins, elle est dite, quoi. Et personne ne l'a entendu. Et ça fait un moment qu'il y songe en plus, parce que je crois que quand il découvre les dragons, tout de suite, il se dit, ok, Cédric, ça va être le seul à pas être au courant. Donc, Ouais. D'ailleurs, si vous étiez Harry, là, dans la même position qu'Harry, vous l'auriez dit à Cédric ou pas? Oui. Ok. C'est quoi ta maison à Poudlard, Justine? Serre d'Aigle. Ah, Serre d'Aigle, ok. Oh, cool. Très belle maison. Pourquoi toi, tu le dirais pas? Si. Ah, si, je le dirais. Mais c'est marrant parce que toi, en tant que Gryffondor, tu le dis oui tout de suite, tu vois. Mais ça me m'étonne pas. Par exemple, des Serpentards, je pense qu'ils réfléchissent, tu vois, peut-être un peu plus. Parce qu'en mode, Cédric, en même temps, toute sa clique, il se moque de moi. Je suis l'outsider. De garder une information comme ça, c'est peut-être mettre de l'eau dans mon vin, tu vois. Je sais pas, ça peut être une idée de Serpentard d'avoir une opinion différente là-dessus. Je me suis posé la question et je me suis dit, c'est aussi avoir un esprit sportif, c'est de se dire, on part tous avec la même info. Sinon, après, je trouve que c'est pas une victoire méritée. Enfin, s'il y a victoire, on ne sait pas. De gagner à la loyale, quoi. Voilà, exactement. Mais c'est vrai que Harry, il y a aucun doute pour lui qui doit lui dire, effectivement. Ouais, mais en plus, Harry, il a pas choisi d'être là. Il n'a pas gagné le tournoi des trois champions. Il s'en fout. Alors, il a rien à reprocher à Cédric, si ce n'est le fait qu'il l'ait battu au Quidditch, mais même ça, il lui en veut pas en vrai. Alors, il y a ses amis qui se moquent de lui, mais Harry, il a quand même ce recul pour faire la différence entre Harry puis ses amis un peu toxiques envers lui. Donc ouais, c'est intéressant. Il est quand même assez mature dans sa décision, je trouve. Je pense que depuis qu'il est petit, il s'est fait beaucoup harceler par Dudley, donc à mon avis, c'est de coutume pour lui d'avoir affaire à des personnes comme ça. Ouais. Malheureusement pour lui. Donc, je pense qu'il est plus préoccupé par l'épreuve que par des personnes qui se moquent de lui. Mais en tout cas, c'est un beau geste de la part de Harry. On peut pas lui retirer ça. Alors justement, Harry, il parle très vite, au cas où Flitwick viendrait jeter un œil dans le couloir. C'est pour ça qu'aussi il balance l'info tout de suite, en précisant à Cédric qu'il y a un dragon pour chaque champion et qu'il faudra passer devant eux. Mais bien évidemment, il ne lui révèle pas sa source pour protéger Hagrid. Il ajoute simplement qu'il est le seul champion à ne pas être encore au courant. C'est pour ça qu'il lui dit. Alors Cédric, lui, il est un peu suspicieux. Il lui demande pourquoi il lui dit ça, pourquoi il l'informe en gros. Et Harry lui répond que comme ça, au moins, ils sont tous au même niveau, quoi. Voilà, c'est ce qu'on disait.
Alors c'est dit quand même que Harry, il laisserait personne affronter seul des dragons, sauf peut-être Drago ou Rogue. En gros, Drago, ça aurait été le champion, l'autre champion de Poudlard. Là, pour le coup, je sais pas s'il lui aurait dit. Bah, je sais pas, j'ai quand même des doutes. Ouais, moi, Parce que Harry, il est quand même assez loyal. Hein. Ah, tu penses qu'il l'aurait dit même si c'était Drago? Ouais. Rogue, je sais pas. Rogue, c'est différent. C'est un adulte et tout. Mais Drago, je sais pas. Alors, ça, je sais pas s'il l'aurait dit directement, mais peut-être qu'il aurait fait en sorte que quelqu'un lui dise ou qu'il l'apprenne d'une certaine façon. Je sais pas. Ah, là, c'est une question ouverte, là. N'hésitez pas à nous donner votre avis parce que la décision que Harry prend, elle est peut-être aussi simple parce que c'est Cédric et qu'il a rien à lui reprocher en soi et qu'il a l'air assez sympa, assez cool. Si c'était un Serpentard qui supporte pas, genre Drago Malfoy, pour moi, la question se pose. Parce qu'il y a quand même un danger de mort et on voit bien la réaction de Harry quand il lance un sort à Drago. Le sort du prince dans 100 000. Ah oui, oui. Où il a plein d'entailles partout et ça pisse le sang. Et là, on voit que Harry regrette immédiatement parce que son objectif, c'est pas non plus de faire du mal comme ça à Drago. Et là, le fait de lui cacher qu'il y a un dragon dans l'épreuve, c'est quand même un gros danger de mort. Enfin, je sais pas, c'est mon avis. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis d'accord avec toi, Marina, parce que même dans le dernier, quand il se retrouve dans la salle sur demande, après tout ce qui s'est passé, il a appris qu'il a essayé de tuer Dumbledore. C'est un mange-mort. Vraiment, là, je pense qu'on peut pas faire pire ennemi. Et il va quand même le récupérer et le sauver pour le sortir de la salle. Alors qu'il aurait très bien pu se dire, t'as cherché, tu vas rester. Non, vous avez raison. C'est vrai que par 2 fois, il sauve les miches de Drago alors qu'il n'est pas obligé de le faire. Même Peter Pettigrew, qu'il a pas voulu laisser aux détraqueurs, c'est pareil. Ouais. Beaucoup de résilience. C'est vrai, c'est vrai. Mais après, il y a aussi Harry qui se monte le bourrichon par rapport au tournoi parce que c'est une question ouverte, mais honnêtement, je pense pas qu'ils soient en danger de mort pendant les épreuves en elles-mêmes, même si c'est chaud dans ce qui se passe et tout. Je pense pas qu'ils soient en danger de mort. Et pour la deuxième tâche, il va avoir le même truc, c'est qu'il pense vraiment que si dans le temps imparti, les personnes qui sont sous l'eau, elles sont pas sauvées, elles vont mourir, tu vois. Il prend vraiment au mot la chanson des sirènes. Et alors qu'en fait, non, tu vois, mais il va être récompensé pour ce geste. Mais j'ai l'impression aussi, Harry, il prend au premier degré le tournoi. En même temps, c'est normal, t'as vu ce qui lui est arrivé ces 3 dernières années. Oui. Mais voilà. C'est normal qu'ils soient un peu sous pression. Il n'y a aucun risque, je pense, pour moi. Il n'y a aucun risque que Cédric meure, même s'il n'est pas au courant pour les dragons. Bah oui, mais regarde ce qui arrive à Cédric au final. Ouais, mais c'est pour une autre raison. Ouais, mais c'est arrivé quand même au tournoi, tu vois. C'est arrivé au tournoi, mais c'est parce qu'il y a un mange-mort qui manipule tout le monde. Oui, voilà. Tu vois, finalement, ils sont en danger de mort quand même, tu vois. C'est vrai. On est à Poudlard, donc du coup, il y a toujours des dangers de mort qui rôdent, malheureusement. Surtout qu'il faut savoir qu'il ne sait toujours pas comment il s'est retrouvé dans le tournoi. Il sent qu'il y a quand même un danger. C'est que s'il y a quelqu'un qui a voulu le mettre dans le tournoi des 3 sorciers, c'est qu'au fond, il y a peut-être quelqu'un qui a envie qu'il meure à ce moment-là. Un truc de pas normal qui se trame, quoi, comme d'hab. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Alors, au même moment, Maugrey Feuilleuil sort d'une salle de classe et se dirige vers eux. Il demande alors à Harry de le suivre et ce dernier craint que Feuilleuil ait surpris sa discussion avec Cédric. C'est un peu flippant quand même parce que ça veut dire que Barty Junior, il passe son temps à épier Harry partout où il va. Là, parce que vraiment, Harry, il fait gaffe et il le voit pas. C'est-à-dire le nombre de fois où Barty Junior, en Maugrey Feuilleuil comme ça, il doit épier Harry dans les couloirs de Poudlard et tout. Ça, c'est un peu terrifiant en vrai. Oui. Une fois arrivé dans le bureau de son professeur, Harry ne tarde pas à obtenir une réponse à la question qu'il se posait. Oui, Maugrey a entendu ce qu'il a dit à Cédric, mais il trouve ça très loyal de sa part. Harry, en entrant pour la première fois dans le bureau depuis que Maugrey a repris le poste, il ne peut s'empêcher de remarquer les différences par rapport aux années précédentes. Au temps de Lockhart, le bureau était rempli de portraits de lui-même. Quant à Lupin, l'année précédente, il y avait toujours une créature mystérieuse dans un coin pour servir de sujet à un prochain cours. Ici, Maugrey stocke tout plein d'objets étranges, un grand strutoscope, un capteur de dissimulation, une glace à l'ennemi qui reflète des silhouettes sombres, ou encore une grande malle avec 7 serrures. J'imagine bien quand même Barty Junior galérer dans le bureau avec tous les objets qui s'activent tout le temps à cause de lui, en fait, parce que c'est des objets pour détecter la magie noire, les dangers, les ennemis. Alors, et comme ça appartient au vrai Maugrey, ça doit être un enfer, en fait, parce que tout doit s'activer, tout... Je pense qu'il passe pas beaucoup de temps dans ce bureau. Je me suis posé une question un peu pratique.
C'est-à-dire que les affaires de Maugré sont déjà dans le bureau, alors qu'en fait, il n'est pas arrivé encore à Poudlard. Donc ses affaires sont là alors que lui n'était pas là. Enfin, je sais pas comment Je pense dire, que mais, c'est Barty Junior en maugreffologue qui arrive avec toutes ses affaires. Ah ouais, il a été chercher Ouais. tout. Parce qu'on sait que Barty Junior, il attaque, avec l'aide de Pettigrew, il attaque le vrai Maugré la veille, enfin le jour de la rentrée. Maugré fait son entrée à Poudlard, mais c'est déjà Barty Junior. On peut imaginer Oui, que oui. c'est, voilà, il lui a volé ses affaires en même temps et qu'il arrive, enfin vraiment, du jour 1 de la rentrée, c'est lui qui prend l'apparence et de maugreffologue, qui fait comme s'il était Maugré, quoi. Mhm. Moi, je me dis, la glace à l'ennemi, je me suis dit, mais les objets doivent s'activer et tout. Et en même temps, je me pose la question parce que on voit bien, par exemple, la glace à l'ennemi, il dit, si les ennemis sont assez proches, on voit on voit le blanc de leurs yeux. Je sais pas si c'est dans le passage ou que C'est dans pas le film. forcément paramétré sur mon greffe au l'œil, enfin le vrai. Ouais, peut-être, ouais. Là, ça détecte les ennemis de Barty Croupton Junior. Ouais, Ah Enfin, oui, je oui, sais oui. pas, c'est une supposition. ouais, t'as raison, t'as raison. Parce que sinon, Oui, ça, si, ouais. oui. Ouais, ouais. Bah, c'est comme il y a pas quelque chose qui s'active si il y a trahison ou je ne sais quoi dans ce passage-là. Parce qu'il dit. Il y a pas un truc qui s'active tout le temps, il comprend pas et ça ça Oui. dysfonctionne, non? Oui, c'est Oui. ça. On se dit, bah en fait, mais oui, évidemment, tu es une trahison toi-même, donc évidemment que l'objet s'active tout le temps. Bah, ça me rappelle le strutoscope, mais c'était dans le 3. Je sais pas si dans le 4, là, on parle d'un grand strutoscope, mais je crois pas qu'il revienne. Par contre, dans le 3, Harry, il en a un. Et en fait, il s'active tout le temps, mais il s'active tout le temps à cause de Croutard. Parce Ah oui, que peut-être que ouais, voilà. C'est pour ça il le Non, cache. parce que Il le met. j'ai relu le chapitre et il le dit à un moment, je sais plus ce que c'est comme objet, mais il dit à Harry, t'occupe pas de ça, ça arrête pas de faire des siennes depuis que je suis à Poudlard et je comprends pas Ah oui, pourquoi. il dit c'est Mais soit des élèves oui, voilà. Oui, c'est ça, parce que qui les manigance élèves des trucs, ouais. Ouais. exactement, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, donc c'est la preuve quand même qu'il maîtrise pas non plus tous les objets de Maugré, quoi. Et qu'il y en a qui doivent lui faire vivre l'enfer quand même. Mais pour l'apparence, il est bien obligé de les garder, quoi. Parce que sinon, ça pourrait être suspicieux, quoi. En tout cas, le bureau du vrai Maugré, il ressemblerait à ça, quoi. Et on sait que Barty Junior, il fait attention à tous les détails. C'est pour ça qu'il est aussi bon. C'est le capteur de dissimulation. Ah, ok, Ah oui, qui voilà. arrête pas de buzzer, quoi. Vibré, voilà, c'est ça. Il décèle mensonge ou trahison. Ça sert à rien parce qu'il y a trop d'interférences ici avec les élèves qui inventent des mensonges. Voilà, c'était ça. Il arrive à s'en sortir. Puis Barty revient rapidement sur le sujet des dragons en demandant à Harry s'il a un plan pour la première tâche. Harry est gêné, mais son professeur le rassure immédiatement en lui disant que la tricherie est une tradition du tournoi et que Madame Maxime ou Karkaroff ne vont pas s'en priver cette année pour tenter de battre à tout prix Dumbledore. C'est un peu nimp quand même cet esprit de compétition, on en a déjà parlé, mais entre les écoles, parce que ça se demandait à quoi ça sert de faire revenir le tournoi en fait, parce que si c'est juste pour ah bah ouais, on va participer, en plus ça se passe à Poudlard, comme ça on va aller dans l'école de Dumbledore et puis on va le battre et du coup on va l'humilier, enfin du coup ça n'a aucun sens en fait, ça se demandait à quoi ça sert. Un peu comme le Quidditch, si ça crée que des rivalités entre les maisons, ça sert pas à grand chose finalement. Je m'étais posé la question dans un précédent épisode de qu'est-ce que ça rapportait à l'école de voir son champion gagner en fait. Parce que le champion gagne de l'argent, mais l'école en elle-même. Bah, juste la fierté d'avoir battu les autres écoles et puis surtout il y a un truc d'ego en mode si tu bats une école chez elle, c'est peut-être encore plus fort quoi, parce que t'as vaincu Dumbledore chez lui quoi, un peu comme dans le sport quand t'es à domicile ou en extérieur, tu vois, genre gagner un match en extérieur, ça a encore plus de force parce que le public est pas avec toi. Ouais. Mais du coup, ça se demandait parce qu'effectivement, on voit bien dans le comportement de Madame Maxine, dans le comportement de Karkaroff, ils sont là pour la gagne, quoi. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, il y a un gros esprit de compétition qui est assez toxique, hein, comme on le voit. Mais la mort de Cédric, avec le retour de Voldemort, ça vient remettre ça en perspective à la fin. Et du coup, le tournoi prend une autre. Ouais, le tournoi prend une autre dimension. Avec Dumbledore qui dit c'est important que la communauté sorcière, malgré la différence de nos cultures, malgré toutes nos différences, en fait, faut qu'on soit soudés pour vaincre le mal, en fait, pour vaincre ceux qui veulent nous séparer. Et c'est là où peut-être le tournoi prend tout son sens, mais malheureusement, il faut la mort d'un candidat pour que ça arrive. Parce que là, pour le moment, c'est juste de la compétition assez toxique.
Sans lui expliquer clairement ce qu'il devrait faire, Mowgli donne le conseil à Harry de se concentrer sur ses points forts. Harry pense qu'il n'en a pas, mais Foley n'en est pas si sûr, et Harry consent qu'il est pas mal au Quidditch par exemple, mais que malheureusement il n'a pas le droit d'avoir un balai avec lui. Mais Mowgli lui rappelle qu'il a le droit d'avoir une baguette, et au bout d'un moment, un long moment quand même, Harry comprend où il veut en venir. C'est intéressant de voir comment Harry il se dévalorise un peu ici, il dit « Ah mais non, mais j'ai aucune qualité », il se trouve un peu nul en fait, tu vois, et on l'avait déjà vu par rapport aux autres champions, il se trouve petit, beaucoup trop jeune pour le tournoi. Alors qu'en vrai, il est assez badass, quoi, mais il se dévalorise, quoi. Il a tendance à faire ça, Harry. Malheureusement grandi avec une famille qui était tout le temps en train de le rabaisser, donc c'est un peu, je pense, difficile pour lui de se valoriser et d'avoir confiance en ses capacités. Hein. Ouais, ça va sûrement jouer, c'est vrai. Et puis il est ami avec Hermione, pour lui, peut-être qu'il pense que les qualités, c'est bien connaître ses cours, être très studieux, et il n'est pas du tout ça, donc pour lui, c'est... Ouais, parce que Alors souvent que dit ça n'a qu'il rien est à trop voir. brillante et tout, il l'admire Hermione, je pense. Ouais. Oui. Et puis là, il est face à un professeur, enfin, en tout cas, il le croit. Enfin, il est là pour répondre à une question d'un professeur, et c'est vrai qu'il est jamais à l'aise dans cet exercice-là, quoi. Après son entrevue avec Foley, Harry fonce à son cours de botanique. Il s'excuse rapidement auprès du professeur Chourave et il murmure directement à l'oreille d'Hermione qu'il faut qu'il sache parfaitement utiliser le sortilège d'attraction d'ici demain après-midi. Et ils s'y mettent dès la pause déjeuner ce jour-là, en squattant tous deux une salle de classe vide. Harry cherche à C'est faire... le moment d'Hermione, là. Ouais, Harry cherche à faire léviter vers lui des livres et des plumes, mais il a encore du mal à bien réussir le sortilège. Il aurait bien fait l'impasse sur le cours de Trelawney qui arrive ensuite, mais comme Hermione refuse de louper son cours d'arithmancie, il se dit que ça sert à rien de faire sans elle de toute façon. Et une fois dans la salle enfumée de Trelawney, Harry est dans le regret immédiat en l'entendant annoncer sa mort imminente par rapport à la position des planètes Mars et Saturne. Harry dit à voix haute que ça lui va en fait si ça arrive demain, tant qu'il ne souffre pas trop. Alors pendant un moment, c'est comme si Ron allait pouffer de rire, comme ils en ont l'habitude en cours de divination. Mais Harry, lui, il a toujours trop de rancœur pour retrouver une once de complicité avec son meilleur ami. Et à la place, il s'exerce discrètement à attirer de petits objets vers lui, la baguette sous la table. Le soir, après un dîner vite expédié, Harry et Hermione retrouvent la même salle de classe vide pour continuer de s'entraîner au sortilège d'attraction jusqu'à tard le soir, avant d'être contraints de quitter les lieux vers minuit à cause de ce bon vieux Peeves. Heureusement, la cape d'invisibilité leur permet de rejoindre la salle commune discrètement. Comme il n'y a personne dans la salle commune, Harry continue de s'exercer avec Hermione et à partir de 2h du mat, il parvient enfin à réussir correctement le sortilège. Là, Harry, il a une réflexion que j'aime bien. Il se dit que la prochaine fois qu'il a du mal avec un sortilège en cours, il faut le menacer avec un autre dragon. Moi aussi, ça m'a fait rire. Ouais. C'est un peu ce que je me suis dit. À chaque fois, ils ont du mal à faire leur leçon. Et là, limite, ils ne mangent pas, ils ne dorment pas, juste pour y arriver, quoi. Je sais pas vous, mais encore une fois, La Coupe de Feu, je trouve que c'est un livre fort dans l'identification qu'on peut avoir aux personnages. On en parle souvent. Et J.K. Rowling est assez forte, en fait, par les aventures extraordinaires de son héros. Je trouve qu'elle relate, elle reflète des éléments de vie auxquels on peut s'identifier tout un chacun, en fait, peu importe nos parcours, peu importe nos individualités. Et par contre, ce truc-là, de repousser le truc à la dernière minute et de s'y prendre qu'à la fin, moi, c'est un truc auquel je m'identifie beaucoup, tu vois. Des fois, en fait, par exemple, pour les cours ou même quand j'étais étudiant, pour que je rende un travail, il fallait vraiment que je sois au pied du mur. Il fallait vraiment que la deadline elle soit très très proche pour que ça me motive et que je me mette enfin à bosser. Donc en gros, Moi, je suis pareil. Voilà. Je suis un peu comme Harry, quand il me faut un dragon pour me motiver des fois, quoi. Les moments où je suis le plus productive, c'est en période de stress. Ouais. Là, oui, moi aussi. j'abats du travail, quoi. Malheureusement. Mais moi, je travaille très bien sous le stress. Non, mais c'est vrai. Hein. C'est-à-dire que... Oui. Vous savez pas, les montages des épisodes, des fois, ça finit très tard le soir, la veille de la sortie. Et franchement, je suis hyper efficace. Ouais. Oui, c'est passer une journée à faire 7 jours de travail. Ouais, voilà. Alors que c'est pas bien. Oui, non, mais je me suis beaucoup identifiée aussi à Harry dans ce cas-là où j'ai pas été très bonne élève. Collège, lycée, c'est pas quelque chose qui m'a vraiment passionnée.
Et là, c'est vraiment lui donner une raison d'apprendre. Je pense que j'aurais fait la même chose. Ouais. On parle souvent de la carotte avec l'âne, bah là c'est le dragon avec Harry, quoi. C'est un peu la même image. La nuit est courte et Harry se réveille encore plus angoissé que jamais. Les cours se finissent à midi aujourd'hui pour que l'école tout entière assiste à la première tâche durant l'après-midi. Harry se sent comme en dehors de la réalité, alors qu'il entend partout des gens lui souhaiter bon courage ou au contraire se moquer de lui. Le cours d'histoire de la magie, une fois n'est pas coutume, passe à une vitesse folle et dès le déjeuner terminé, McGonagall vient le rejoindre dans la grande salle pour l'emmener dans le parc avec les autres champions. En route, il se fait la réflexion que sa directrice de maison semble anxieuse, elle aussi. Elle essaye tant bien que mal de le rassurer en lui disant que des sorciers sont là pour le protéger en cas de problème et que personne ne viendra le juger s'il échoue. McGonagall l'emmène jusqu'à l'enclos des dragons où se dresse désormais une grande tente dans laquelle il est invité à entrer. Moi, à la place de Harry, j'aurais peut-être paniqué vraiment genre pour ma vie à ce moment-là parce que je trouve ça pas du tout rassurant que McGonagall soit angoissée en fait. C'est-à-dire que si vraiment c'est sécurisé de fou, pourquoi elle est anxieuse en fait? Oui. Et peut-être en disant à Harry voilà, qu'il y a des sorciers qui sont là pour le protéger, peut-être qu'elle essaye de se rassurer elle-même en fait que ça va, voilà, que c'est vraiment sécure, mais peut-être que ça l'est pas tant que ça. Et je me suis posé aussi la question, c'est que forcément passage obligé bibliothèque avec Hermione, mais moi dans ces cas-là, ils ont un professeur sur les créatures magiques. Pourquoi ils vont pas voir leur professeur? Parce que les professeurs sont pas censés les aider. Ah mais oui, c'est vrai. Ils peuvent pas dire je suis au courant que c'est un dragon. Non. Ouais, mais là en l'occurrence c'est Hagrid. Enfin pour les créatures magiques. C'est toujours Hagrid? Il a pas changé de poste? Bah non, il est prof. Oui, il est prof dans la Coupe de Feu. En fait, oui. Mais c'est une bonne question. Pourquoi Harry il revient pas voir Hagrid en fait? C'est ça que pourquoi plutôt que de chercher comment combattre un dragon ou la faiblesse d'un dragon ou quoi que ce soit dans des livres et pas aller un peu chercher des infos avec les professeurs. Surtout qu'Hermione, qui est très studieuse, elle serait capable de poser une question sur un sujet qu'ils aborderaient en 6e année, quoi. Sauf que elle pourrait faire semblant de s'intéresser aux dragons comme ça. Je sais pas. Ou alors poser des questions sur la sécurité, j'en sais rien. Dans le cas de Hagrid, qui connaît bien les dragons, quitte à montrer à Harry ce qu'il va devoir affronter, je pense que Hagrid aurait pu l'aider. Après, la question, c'est de savoir, est-ce que Hagrid, c'est par exemple... est-ce qu'il saurait comment l'aider ? Est-ce qu'il est comme Sirius, il aurait pu lui donner des conseils en demandant à Harry de jeter un sort dans l'œil, ou même est-ce que Hagrid, il aurait le recul nécessaire pour conseiller Harry pour voler sur un balai, par exemple, je sais pas, mais... Mais c'est vrai que on peut se poser la question, ils auraient pu aller voir Hagrid, Harry et Hermione en vrai. Hein. Je voulais pas peut-être que Hagrid se fasse encore plus une erreur en leur donnant trop d'infos. Ouais. Reste, je trouve que le mal est fait de base, tu vois, mais quitte à l'aider, autant l'aider jusqu'au bout, enfin je sais pas. Mais ouais, non, mais c'est curieux, on peut se poser la question, c'est vrai. Après, peut-être qu'Hagrid, lui, sait comment les soigner. Et encore, il n'a pas toujours ses choix très judicieux quand il décide d'adopter un dragon. Mais je suis pas sûre qu'il ait des connaissances sur comment combattre un dragon. Je sais pas. Je sais que quand il a Norbert, il emprunte des livres à la bibliothèque pour s'occuper des dragons. Donc ça veut dire quand même qu'il n'a pas la science infuse non plus. Et donc très certainement, peut-être qu'il n'a pas la solution que s'apprêtait à donner Sirius en tout cas. Mais après, quand on y réfléchit, quand on imagine un dragon, les yeux, c'est un peu la seule partie qui n'est pas recouverte d'écailles. Ou... En même temps, on va voir que s'attaquer aux yeux, c'est pas forcément une bonne solution. Non, ouais. Finalement, pour Harry, c'est la meilleure des solutions, c'est le balai. À l'intérieur de la tente, les autres champions sont là et ils semblent eux aussi tendus. Au même moment, Ludo Verpé fait son entrée vêtu de sa traditionnelle cape de Quidditch aux couleurs de son ancienne équipe. D'un air excité, il salue les champions et il leur explique qu'ils vont devoir piocher chacun leur tour ce qu'ils devront affronter et que le but de l'épreuve est de s'emparer de l'œuf d'or. Cédric hoche simplement la tête pour montrer qu'il a compris et recommence à faire les 100 pas. Les autres participants restent muets. Peut-être que, comme Harry, le simple fait d'ouvrir la bouche ne les rende malades.
Harry pense qu'au moins eux, ils ont choisi d'être là. Et là, à l'extérieur, leurs camarades commencent à affluer pour voir le spectacle. Ils semblent tellement joyeux, à des années-lumière de ce que ressent Harry. Fleur est la première à être invitée à tirer au sort son dragon. Le destin choisit pour elle le ver gallois avec un chiffre 2 accroché à son cou. Elle ne paraît pas un seul instant surprise et ça confirme bien ce qu'Harry pensait. Madame Maxime lui a bien raconté ce qu'Hagrid lui a montré. La vilaine. La sassy Madame Maxime. Ouais, la tricheuse. Autour de Krum. Lui tire le bout de feu chinois avec le chiffre 3 accroché à son cou. Lui aussi ne paraît pas surpris. Donc oui, Jérémy Petit Vicieux, Karkaroff, il voulait bien voir les dragons. Il a bien vu les dragons. Il s'est pas arrêté à regarder simplement Hagrid et Madame Maxime. T'as dit oui, Jérémy Petit Vicieux. J'ai cru que tu me disais que j'étais un petit vicieux. Je fais, qu'est-ce que j'ai fait? Mais non, c'était toi, le Jérémy petit vicieux. Petit Vicieux. Bah, c'était toi, oui. Oui. Cédric, lui, tombe sur le Suédois à Museaucourt avec le numéro 1. Et nous savons tous, depuis le début, ce qu'il va rester pour Harry. Le Magyar à pointe. Et il porte le numéro 4. Alors ça, c'est étonnant, parce que, comme par hasard, c'était le titre du précédent chapitre. C'est quand même fou, hein. Quelle coïncidence. Ouais. Eh bien voilà, le sort des 4 champions est scellé. Le numéro autour du cou des dragons miniatures indique leur ordre de passage. Verpet leur indique qu'il va les laisser puisque c'est lui qui est chargé des commentaires. Avant de partir, il explique à Cédric que lorsqu'il entendra retentir le coup de sifflet, la première tâche pour lui débute. Mais avant, il souhaite s'entretenir avec Harry. Il entraîne ce dernier à l'écart de la tente parmi les arbres. Il s'enquiert tout d'abord de la forme d'Harry et lui demande sur un ton conspirateur s'il a un plan. Après tout, Harry est l'outsider et si jamais il peut l'aider, il peut lui donner quelques tuyaux. Harry, toujours très honnête, droit dans ses bottes, refuse directement. Mais de peur d'être mal poli avec Verpet, il se rattrape et lui dit, de façon à adoucir son refus, qu'il a déjà décidé de ce qu'il allait faire. Mais Verpet, le politique, insiste sur le fait que personne n'en saura jamais rien si jamais il accepte de se faire un peu aider. Mais Harry lui répète encore qu'il sait très bien ce qu'il va faire et se fait interrompre par le coup de sifflet marquant le début de la première tâche pour Cédric Diggory. C'est la première fois qu'on a une scène comme ça où Ludo Verpet essaie d'aider Harry. Et c'est pas anodin ces scènes-là parce que quand Harry sera dans le cimetière à la fin, on va apprendre que Poudlard est infiltré par un mange-mort qui a tout fait pendant toute l'année pour aider Harry à être promis au tournoi des 3 sorciers et du coup à se retrouver dans le labyrinthe en premier, à toucher le porte au loin. Et à ce moment-là, on va tous penser à Ludo Verpet parce que c'est pas la première fois en fait. Enfin, il va le faire à plusieurs reprises, ça, d'aider Harry. On a l'impression qu'il le favorise, on sait pas pourquoi. Il a une très bonne raison, enfin une raison à la Ludo Verpet. Ouais, voilà. Mais ça ne sera pas le fait d'emmener à la mort Harry. Surtout que on verra effectivement que Ludo Verpet, à un moment, avait été soupçonné d'informer les mange-morts et tout. Enfin, c'est quelque chose qui a été complètement évacué par le film parce que le film, dans le film, le personnage n'existe pas. Mais dans le livre, il est très important parce que c'est le coupable idéal et c'est un classique des whodunit. Hein. Il y a toujours le coupable idéal et en fait, c'est jamais lui. Et là, c'est Ludo Verpet dans ce cas-là. En rejoignant la tente, Harry croise le pauvre Cédric plus verdâtre que jamais. Malgré sa volonté de lui souhaiter bonne chance, un simple grognement sort de sa gorge. Les acclamations de la foule indiquent aux 3 champions qui restent dans la tente que Cédric a rejoint l'arène. Et désormais, les réactions du public sont les seules indications du déroulement de la tâche du champion, renforcées par les commentaires de Ludo Verpet. Cédric réussit à s'emparer de l'œuf d'or au bout d'1 quart d'heure. Et c'est au tour de Fleur de la Cour d'affronter son dragon. Elle réussit un peu plus rapidement que son concurrent, car 10 minutes plus tard, l'acclamation de la foule retentit. Le 3e coup de sifflet indique à Krum qu'il est temps de faire face à son dragon lui aussi. Harry se retrouve seul avec lui-même, ce qui l'oblige à prendre conscience de son corps, son cœur qui bat beaucoup trop vite et les fourmis dans ses doigts. Verpet indique que Krum a réussi à s'emparer lui aussi de l'œuf. Cette fois, c'est à Harry de se confronter à la première tâche. Mais par contre, on ne sait pas à partir de... Ils n'ont pas indiqué au bout de combien de temps Krum réussit à s'emparer de l'œuf.
Justement, moi, je voudrais intervenir là-dessus. Il y a un truc que je trouve pas trop crédible dans ce chapitre. Désolé, je vais peut-être être un peu critique. Je trouve qu'il y a un truc qu'elle maîtrise pas trop bien ici. C'est que je trouve que les commentaires de Ludo Verpé n'ont aucun sens. En fait, je comprends pas qu'on entende les commentaires de Ludo Verpé, parce que pour moi, ça fait aucun sens qu'à la fois on les entende et qu'en même temps... On les entend pas. Mais qu'en même temps, Harry ne peut pas s'imaginer ce qu'il est en train de se passer. C'est comme si Ludo Verpé, en fait, il commentait, mais il faisait que dire « Oh, waouh, ah oui, audacieux, ah !» Alors que non, en fait, en commentant... Mais ça se trouve, il est très mauvais commentateur. Pour moi, tu commentes forcément ce que tu vois, en fait. Donc, par exemple, je sais pas, dans le cas de Chrome, c'est « Ah, il jette un sortilège de conjonctivite, bien vu de la part du joueur d'Armstrong. » Enfin, tu vois, forcément que tu rentres dans les détails, tu vois, tu peux pas commenter juste en faisant des onomatopées ou en disant « Ah oui, bien. » Et du coup, je trouve ça bizarre, en fait. Soit il aurait fallu... Enfin, je pense que la solution, c'est qu'il aurait fallu que ça soit un bruit de fond et que Harry n'entende aucun mot. Mais là, comme il comprend ce que Ludo Verpé dit, je trouve ça un peu bizarre qu'Harry comprenne pas ce qui se passe, en fait, parce que un commentateur, bah, même si t'as pas les yeux rivés sur l'action, t'arrives à t'imaginer ce qui se passe, quoi. Donc, je sais pas, je trouve ça un peu bizarre, les commentaires de Ludo Verpé, mais c'est juste une petite critique comme ça, voilà. C'est un détail. Le fameux coup de sifflet retentit. Une fois qu'Harry passe devant le bosquet d'arbres, il franchit une ouverture dans la palissade qui entoure l'enclos. Et là, son arrivée dans l'arène lui donne l'impression de sortir d'un rêve. Désormais, des centaines de visages dans les tribunes lui font face, ainsi que le Magyar à pointe. La dragonne, elle, couvre ses œufs tout en fixant férocement Harry. En levant sa baguette, Harry lance un Accio éclair de feu. Et là, il doit attendre alors qu'il fait face à une dragonne qui souhaite simplement couver ses œufs en paix, et je pense qu'il va être très en colère si jamais on la dérange. Et si jamais son sort ne marche pas. Mais si, après un temps qui semble interminable pour Harry, il entend son éclair de feu fendre l'air. Lorsqu'il enfourche son balai, toute sa peur s'envole. Il a retrouvé un repère familier. Maintenant, il faut qu'il se dise qu'il commence un match de Quidditch tout à fait ordinaire. Il faut qu'il se dise que l'œuf d'or est le vif d'or. Et pour l'attraper, il faut qu'il mette une stratégie en place. Harry choisit la tactique de diversion. J'ai une autre critique. et franchement, c'est un truc qu'on n'a pas encore soulevé. En même temps, on le mentionne que dans ce chapitre-là. Mais c'est pas un peu de la triche, l'Accio, si on y réfléchit un petit peu? C'est-à-dire que certes, ils ont le droit à leur baguette, mais ça veut dire que tu as le droit de faire Accio sur n'importe quoi. Tu as le droit d'attirer n'importe quel objet. Dans le cas de Harry, un balai. Mais je me pose une question très simple. Pour la troisième tâche, pourquoi Harry il n'utilise pas un balai? Il aurait très bien pu faire Accio éclair de feu. Hop, tu survoles le labyrinthe et tu trouves le... Ou sinon, il pouvait pas faire Accio F de dragon. Par exemple. Alors après, bon, on peut dire oui, mais le dragon, il écouve. Du coup, bon, peut-être que... Oui, il peut pas passer, oui. Ça, d'accord, ça aurait pu, mais... En fait, je trouve que je sais pas, le Accio pose question, tu vois, parce que... Déjà, je comprends pas pourquoi Harry, il le fait dans la première tâche, il le fait pas dans la troisième. Parce qu'il y a sûrement une règle qui dit qu'ils ne doivent pas survoler. Ça perd tout son sens de trouver le centre du labyrinthe si tu le survoles. Ouais, c'est ça, je suis d'accord avec toi. Hein. Ah, c'est pour ça qu'il a pas le droit. Mais je sais plus si c'est acté, est-ce que c'est écrit noir sur blanc dans les règles? Il n'y a pas de règles écrites noir sur blanc dans le tournoi des trois sorciers. Enfin, en tout cas, on les a pas. Les règles sont assez floues quand même. Mais par exemple, les règles sont floues. Ouais. Il y avait une règle là avec les dragons qu'on verra du fait de garder les œufs intacts et pourtant on le savait pas avant de commencer. Ça m'interroge. Voilà. Ça m'interroge parce que effectivement, les champions ont le droit d'avoir leur baguette magique, mais tu fais absolument tout ce que tu veux avec une baguette magique. Donc en fait, la baguette, c'est presque de la triche en fait en soi. Donc je sais pas, c'est juste la réflexion que je me fais. Je sais pas, ça m'a traversé l'esprit quoi. Il choisit de plonger en piqué et de faire en sorte que la dragonne suive tous ses mouvements. Les jets de flammes de la créature remplacent les cognards à éviter lors des matchs. Mais sa deuxième plongée en piqué est moins réussie, puisqu'il se prend un coup de queue à l'épaule de la part de la dragonne, mais heureusement la blessure ne paraît pas profonde. Alors qu'il contourne la créature par l'arrière, Harry a une idée.
La dragonne ne s'envole pas puisqu'elle tient à rester près de sa couvée. Harry décide alors de se comporter telle une mouche qui ne cesse de tourner autour de nous sans arriver à s'en débarrasser pour obliger la dragonne à délaisser ses œufs rien qu'un instant. Et cette technique est payante puisqu'Harry profite de la minute d'inattention de la dragonne sur sa couvée pour saisir l'œuf d'or. La scène dans le film n'a aucun sens. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Parce que je me rappelais plus que c'était uniquement dans le film que le dragon casse ses chaînes et poursuit Harry tout autour de Poudlard. Oui, en fait, dans le livre, c'est assez vite expédié, l'air de rien. Oui. Ouais. Alors que dans le film, c'est très dramatique, quoi. Ah oui. Il détruit les toits de l'école, il détruit tout sur son passage. Oui, surtout que, soi-disant, il y a du monde pour sécuriser, etc. Alors qu'en fait, même le public, je me dis dans le film, ils pètent des gradins. Surtout là où il y a les profs et tout. Oui, il y a des gens qui sont morts dans ces gradins, c'est pas possible. Bah, c'est surtout pendant toute la séquence où Harry, il affronte seul le dragon sur les toits de Poudlard et tout. Il y a personne qui est là. Mais oui. C'est... ouais, c'est... Du coup, ça n'a aucun sens. Ça vient mettre en péril ce que raconte Dumbledore dans le livre, qu'ils ont fait revenir le tournoi parce que maintenant, c'est sécurisé. C'est vrai que ça n'a pas de sens parce qu'on peut imaginer que dans le livre, si jamais un dragon se libère de ses chaînes, du coup, les sorciers interviennent et directement, quoi. Bah oui. Donc voilà. Donc c'est vrai que cette scène n'a aucun sens. Dans le livre, c'est assez différent. Puis dans le livre, ça va, ouais, effectivement, plus dans le sens d'un espèce de contrôle quand même de la tâche, quoi. Je veux dire, je dis pas que c'est pas dangereux. Ça se trouve, ils sont quand même complètement zinzins de faire ça et c'est probablement le cas. Mais dans le film, c'est encore pire, quoi. Grâce aux commentaires de Verpet, Harry apprend qu'il a été le plus rapide pour saisir l'œuf. Les gardiens se dépêchent de neutraliser la dragonne, qui doit être dans un état d'énervement incroyable. Hagrid et McGonagall accueillent Harry. Elle lui conseille d'aller voir Madame Pomfrèche avant que les juges donnent leurs notes. Hagrid, lui, il est tellement soulagé pour Harry qu'il a failli lâcher le fait qu'il l'avait mis dans la confidence pour les dragons. J'aurais pas dû dire ça. Heureusement, le jeune sorcier a réagi à temps. Harry retrouve sous la tente des premiers secours une Madame Pomfrèche exaspérée. Des détraqueurs, maintenant des dragons. Elle en peut plus. C'est le personnage le plus sensé du chapitre, je trouve, Madame Pomfrèche. C'est elle qui dit les termes, quoi. Il y en a marre, quoi. Pourquoi vous faites ça à Poudlard? Une chance que la blessure ne soit que superficielle. Et en plus, elle est vite soignée grâce à un liquide violet qui pique la peau. Malgré le fait que Madame Pomfrèche lui intime de rester tranquille alors qu'elle va prendre des nouvelles de Cédric, Harry décide d'en faire qu'à sa tête et de quitter la tente. Mais avant d'atteindre la sortie, 2 personnes se précipitent à l'intérieur. Hermione et Ron. Alors qu'Hermione le complimente, Harry n'arrive pas à l'écouter parce qu'il fixe son ami Ron comme si c'était un revenant. Et c'est Ron qui se met à parler en premier d'un ton grave. Il lui dit qu'il ne sait pas qui a mis son nom dans la coupe, mais en tout cas, c'est bien quelqu'un qui veut sa peau. Et en une phrase, et là je trouve ça trop mignon, en une phrase, les semaines qui viennent de se passer sont effacées. Harry retrouve enfin son ami. Même si, quand même, faut maintenir les apparences, d'un ton glacial, Harry lui signifie qu'il en a mis du temps quand même à comprendre. Et la pauvre Hermione, elle se tient entre les deux, mal à l'aise, elle sait pas quoi faire pour l'instant. Alors que Ron semble vouloir faire ses excuses, Harry décide de ne pas vouloir les entendre. Il ne voulait plus en parler. Alors que Ron a un sourire gêné, Hermione, elle, fond carrément aux larmes. Elle les serre tous les deux dans ses bras et s'enfuit à toutes jambes en pleurant. Je sais pas pourquoi elle s'enfuit. Ça me fait rire. Enfin, vous disiez dans l'épisode d'avant, c'est qu'elle cache beaucoup ses sentiments. Du coup, je pense qu'elle est partie... elle assume pas. J'adore cette scène, elle est trop mignonne. Pareil, dans le film, c'est un peu plus caricaturé que ça, mais elle marche bien pour le coup parce que c'est Harry qui, dans la salle commune, qui dit « Ah, il t'en a fallu du temps pour comprendre ». Et finalement, bah, il se rabiboche très vite. Je sais plus si c'est Hermione qui dit ça, mais en tout cas, on la voit, la larme à l'œil, et il y a cette phrase « Ah, les garçons !» Oui, exactement. Je sais plus si c'est Emma Watson qui le dit ou si c'est... Mais je trouve ça beau aussi que Harry décide de pas vouloir entendre les excuses de Ron. Ouais. Il en a pas besoin de ses excuses, il sait déjà qu'il est désolé et que tout va recommencer comme avant. Je trouve ça beau comme amitié au final. Bah, en fait, je trouve que c'est comme on le disait, Harry, il a un ego quand même, et c'est lui, tout ce qu'il veut, tout ce qu'il attend de Ron, c'est qu'il fasse le premier pas et juste lui dire ouais, ok, désolé. En fait, il attend pas plus que ce premier pas-là, et en fait,
dès lors que Ron le fait, dès lors qu'il lui dit ouais, j'ai été stupide, pardon, bah tout de suite Harry c'est bah non mais vas-y c'est bon, on oublie et let's go quoi. Et du coup bah comme c'est ce qui arrive, il a pas besoin d'entendre des explications. Et en soi comme Hermione elle a déjà fait tout le profil psychologique de Ron, il connaît déjà toutes ces raisons là et Hermione les a peut-être même mieux exprimées que Ron peut le faire sur ses propres émotions. Donc en fait il a pas besoin d'entendre quoi. Oui, puis il est soulagé aussi d'avoir passé cette épreuve et il a envie de passer à autre chose dans tous les sens du terme, quoi. C'est... Ouais. Il y a un autre petit détail moi qui m'a un peu surpris, mais c'est vraiment de l'ordre du détail. Quand Harry il réussit la tâche, qui s'empare de l'œuf et tout, il y a des personnages qui viennent le voir, un gros sourire aux lèvres, et il y a notamment Maugrey. Donc en fait dans ce passage-là, il y a Maugrey qui sourit. Et c'est un truc genre j'ai du mal à imaginer juste Maugrey qui sourit. Ça, voilà, je me suis dit pour le coup là on est quand même on est sur un univers assez différent, parce que je pense pas que dans le film Brendan Gleeson, l'acteur qui joue Maugrey, je pense pas qu'on le voit sourire une seule fois. Il a un peu il est un peu joyeux au bal, ouais, c'est vrai. En tout cas pas à la première tâche. Complètement cinglé. Après ces mots dignes d'un Ron. J'ai cru que tu t'exprimais encore sur moi, mais vas-y. Il rappelle à Harry qu'il va donner, que les juges vont donner les notes. L'éclair de feu sur le dos est accompagné à nouveau de son meilleur ami. Harry part s'enquérir de ses notes. Je trouve ça trop beau la scène d'imaginer Harry trop content, tu vois, de mettre l'éclair de feu sur son épaule et accompagné de Ron. Je trouve ça trop cool comme. Je crois qu'il s'en fiche de la note. Ouais, c'est ça. Belle note, c'est d'avoir il va récupéré. le dire plus tard. Ah oui. Selon Ron, il a été le meilleur. Cédric, lui, il a fait un truc trop bizarre. Il a transformé une pierre en chien. Alors au début, la tactique de diversion a bien marché, mais alors que Cédric avait réussi à prendre l'œuf de la dragonne, cette dernière s'est ravisée et s'est à nouveau intéressée au sorcier, mais s'en est sortie quand même. Avec quelques blessures, on va voir plus tard. Fleur, elle a fait le choix d'un enchantement qui a eu pour résultat d'endormir la dragonne. Mais le problème, c'est que la créature s'est mise à ronfler en crachant du feu. Du coup, la robe de Fleur a pris feu et heureusement, elle a pu l'éteindre en faisant couler de l'eau de sa baguette magique. Pour finir, Krum, qui selon Ron a été le deuxième meilleur, évidemment, a choisi de jeter un sort dans les yeux de la dragonne, mais la pauvre a eu tellement mal qu'elle a mis des coups de patte partout et a cassé la moitié de ses œufs. Ce qui a valu pour Krum de perdre des points, car selon les règles, les œufs doivent rester intacts. Donc, tu vois, c'est une règle qu'on ne connaissait pas qu'à la fin de la tâche. Et donc, des bébés dragons sont morts. Ah oui. Ouais. Pour le tournoi. Voilà, c'est gratuit, c'est comme ça. Il est temps pour Harry de connaître la note sur 10 que les juges lui attribuent. Pour Madame Maxime, ce sera un 8. Pour Croupton et Dumbledore, un beau 9. Verpet, un magnifique 10. On se demande pourquoi. Et pour finir, Karkaroff lui met un 4. Ce qui indigne au plus haut point Ron, mais Harry n'en a que faire de la note de Karkaroff, parce que pour lui, l'indignation de son meilleur ami vaut au moins 100 points. En quittant l'enclos, il s'aperçoit que la majorité des élèves le soutient, et ça, plus le fait d'avoir à nouveau son meilleur ami, fait disparaître toutes les moqueries de tous les serpentards du monde. Je me demande sur Croupton, est-ce qu'il donne une bonne note à Harry parce qu'il est juste, tout simplement, ou est-ce qu'il est aussi influencé par l'Impero, parce que Croupton il est sous Imperium en fait à ce moment-là. Et donc est-ce qu'il a pour ordre de aussi bien noter Harry, parce qu'il faut que Croupton participe aussi au fait que Harry finisse premier quoi. Et ça c'est un truc qu'on n'a pas encore évoqué, parce que Croupton il est sous Imperium. Je sais pas si on l'a déjà évoqué dans les chapitres précédents, mais en gros Croupton comme il est ensorcelé, il a le même objectif que Barty Junior, c'est-à-dire faire en sorte que Harry participe au tournoi et qu'il arrive en premier. Et donc là, je me suis demandé, est-ce qu'il donne la note de 9 ? Est-ce que Croupton, dans son état normal, est-ce qu'il aurait donné 9 à Harry ? Je ne sais pas. Il y a de fortes chances, oui, qu'il soit influencé, qu'il n'ait pas vraiment eu de libre arbitre sur cette partie-là, qu'il a mis une note pour qu'il soit favorisé dans tous les cas. Et quand je dis qu'on ne l'a pas forcément évoqué, est-ce que je me demande si on l'a évoqué dans le chapitre où du coup l'inscription de Harry est officialisée, quoi, qu'il est le 4e champion, parce que les arguments qu'il avance, comme quoi effectivement la coupe a décidé, donc on peut pas revenir en arrière et tout,
Il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est le fait que Croupton, il est ensorcelé pour le dire aussi. C'est-à-dire que sa mission, c'est aussi de faire en sorte que Harry soit un champion du tournoi. Et on a peut-être omis ce détail, c'est que, et on a tendance à l'oublier parce qu'on est un peu focus sur autre chose, mais Croupton est sous Imperium, quoi, depuis le départ. Alors au bout d'un moment, il pourra plus, il sera absent à cause de ça, mais là, il l'est déjà, en fait. Et il obéit déjà à des ordres, même s'il arrive toujours à jouer Croupton en mode normal. Donc voilà, je sais pas, je voulais insister sur ce point et me poser la question, tu vois, est-ce que le 9 c'est probable. ouais, est-ce que c'est un produit de l'Imperium ou pas? Harry et Ron sont rejoints par Charlie Weasley, qui indique à Harry qu'il est ex-aequo avec Krum. Bon, désormais, Charlie doit envoyer un hibou à Madame Weasley pour lui raconter tout ce qu'il s'est passé. Ah oui, et Verpet veut voir Harry dans la tente. Là, tu vois, ça serait utile la télévision aux sorciers. On pourrait retransmettre en direct le tournoi des 3 sorciers. J'imagine bien Molly hyper inquiète là au terrier, attendre le moindre hibou qui arrive. Ouais. Je me dis, les parents sont pas invités à venir voir les épreuves. Ouais, on le mentionne pas. J'ai l'impression que c'est que pour la 3e tâche, ouais, mais pour les 2 premières, non. Une fois sous la tente, il est rejoint par les 3 champions. Cédric, avec son visage couvert d'une pâte orange, sûrement pour soigner ses blessures, sourit à Harry et le félicite. Harry lui retourne le compliment. Verpet arrive joyeux, comme si lui aussi avait dû échapper à une dragonne furieuse. Il leur indique que la 2e tâche aura lieu le 24 février à 9h30 du matin. Mais entre-temps, il faudra réussir à élucider l'énigme de l'œuf qui leur permettra de préparer la 2e tâche. Harry rejoint Ron à l'extérieur de la tente, pressé d'en connaître un peu plus sur les exploits de ses camarades champions. Mais Rita Skeeter surgit d'un bosquet affublé d'une robe verte criarde. Elle souhaite recueillir quelques mots de la part d'Harry. Qu'est-ce qu'il ressent maintenant et qu'est-ce qu'il pense de ses notes? Et en effet, Harry est ravi de lui dire un mot. Au revoir. Et Harry retourne au château en compagnie de son meilleur ami. Drop the mic. J'adore la répartie. Carrément. Eh bien, merci Marina pour ce chapitre 20 de la Coupe de Feu. Merci Jérémy. Bah ouais, merci Justine de nous avoir accompagnés. Tu es toujours avec nous. Avec plaisir. Bien sûr. Merci à vous. Il est temps de choisir le personnage qui nous a le plus marqué dans ce chapitre. Si on devait retenir un seul personnage, lequel on choisirait, que ce soit en bien ou en mal. Justine, pour toi, c'est quoi le personnage que tu choisirais? Je pense qu'on va avoir le même, mais je choisirais Harry. Je me suis beaucoup identifiée à lui dans ses réactions. Et je trouve que J.K. elle a vraiment bien retransmis l'état d'esprit où vraiment il est dans un brouillard, il voit pas les journées passer, il est en stress. C'est même pas du stress, c'est une angoisse en fait. Il est tellement dans la projection de la tâche et il y va quand même. Enfin, je pense que même les autres élèves qui vont jusqu'au bout, enfin moi je trouve ça incroyable. Enfin, je sais pas si j'aurais été capable d'aller jusqu'au bout. T'as choisi Harry aussi, Marina? Non, moi j'ai choisi la dragonne. Oui. Toi, t'as fait la même chapitre d'avant. Ah bon, je J'aurais pas pensé. J'aurais pas pensé à ça. Les pauvres dragonnes, elles souhaitent couver leur œuf tranquille, pépouze. Elles ont été capturées. Elles ont été capturées, emmenées dans un autre pays, accompagnées. En plus, est-ce qu'ils arrivent à les droguer ou pas? Parce que déjà, le simple fait d'être entouré de centaines d'élèves qui crient, qui applaudissent et tout, ça doit énerver. Ça énerverait n'importe quel animal, en fait. Donc, c'est une torture pour la pauvre dragonne et tout. Enfin, les pauvres dragonnes. Donc, moi, soutien aux créatures magiques, toujours. Ok. Oui, moi, ça m'a fait un peu penser aux arènes des gladiateurs, un peu. Ouais, c'est ça. Ouais. Et toi, Jérém? Non, moi, ce serait Harry aussi, comme Justine, pour sa performance, mais aussi pour avoir aidé Cédric, quoi. On en parlait de la loyauté de Harry. Je trouve qu'il est BG, quoi, dans ce chapitre. Donc, je pense et puis la petite réplique à la fin, elle est magique. Oui, en plus. Il a tout, en fait. C'est vrai qu'il arrive à survivre, il s'en sort bien, il vole très bien. Donc, en fait, il réussit parfaitement son épreuve, même s'il est aidé, hein, voilà, mais comme toujours.
Il est loyal, c'est un vrai Gryffondor avec Cédric, et puis en plus, il a la petite répartie qui va bien, celle qu'on lui connaît. En fait, il brille dans ce chapitre, quoi, je trouve. Donc, et ça fait du bien parce qu'il passe, il a passé, et nous aussi avec le lecteur, en tant que lecteur, c'était dur les chapitres d'avant, le fait que Ron lui fasse la tête, que toute l'école se moque de lui. Voilà, c'est le chapitre où en gros, il reprend du poil de la bête et voilà. Donc, du coup, je choisirais lui. Oui. Et pourtant, j'aime pas trop le personnage de Harry dans les livres. Un peu agaçant, je trouve. Il y a des moments où il est très pourquoi moi, pourquoi pourquoi. Parce que c'est le héros. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Et je sais pas, dans ce chapitre-là, moi, j'ai beaucoup apprécié le personnage. Et si on devait renommer le chapitre, la rubrique préférée de Marina, comme tout le monde le sait, si tu devais renommer le chapitre, Marina, on va commencer par toi. J'ai pas cherché très long. Harry Potter et la coupe de feu, chapitre 20. Chaud devant. Oh! Elle est pas mal. Voilà. Attends, t'as même pas demandé à d'autres auditeurs non, de... Non, t'as pas fait de story et tout, non? Toute seule. Tu vois? Et vous? Je sais pas, Justine, est-ce que t'en as un ou pas à proposer? J'en ai une, mais qui s'adapte pas trop au livre, mais moi, je l'aurais renommé la première et la dernière. Parce que je pense que j'aurais pas pu faire les autres tâches ou... Ok. Et toi, Gérald? Moi, Justine a un peu spoilé mon idée, mais parce que... Non, mais juste avant, parce que moi, ça serait Harry Potter et la coupe de feu, chapitre 20, Harry le gladiateur. Parce qu'effectivement, on est carrément sur un truc de gladiateur, la reine, limite le peuple qui réclame le sang. C'est exactement ça. Hein. Il y a du voyeurisme, ça peut être une épreuve mortelle, même si ça l'est pas vraiment. Enfin voilà, tout rappelle effectivement quelque chose de l'ordre du péplum et du gladiateur. Donc, voilà. Le meilleur personnage du chapitre, check. Le renommage, check, ça c'est pour vous. Hein. On donne de nous hein, pour le retour de la rubrique du renommage. Hein. C'est pour... ça y est, le peuple est content. C'est pour le peuple. Pour le peuple qu'on fait ça. Et pour le peuple aussi, on vous donne la parole. Et c'est bien sûr dans la rubrique de la volière. Et on commence avec un premier hibou sonore qui nous a été envoyé par Florence. Allô Jérémy, Marina et l'invité. Je m'appelle Florence, j'ai 13 ans et j'habite tout près de Montréal, au Québec. Et donc, j'ai deux petites questions à vous poser. Ma première question, c'est dans le fond, je me demandais comment que ça se fait que l'Horcrux dans Harry soit tué quand Voldemort il fait le sort d'Avada Kedavra. Je sais pas si vous avez déjà répondu à cette question-là. Si oui, je m'excuse là, je m'en souviens plus. Mais je me posais vraiment cette question-là parce que je comprends pas comment c'est possible. Genre, on n'a jamais mentionné que le Avada Kedavra pouvait tuer un Horcrux. On a seulement mentionné le crochet de basilic, donc je comprends pas. Puis sinon, ma deuxième question, c'est dans le fond, je me demandais, j'aime beaucoup ça le format podcast, puis vous êtes genre le deuxième podcast que j'écoute les podcasts en général, là. Puis j'aimerais ça pouvoir en écouter plus, puis je me demandais si vous aviez des idées de podcasts à écouter qui pourraient être dans le champ d'intérêt d'un fan d'Harry Potter. Donc c'est ça, je vous adore vraiment beaucoup là, puis j'espère que vous allez continuer vraiment longtemps. Vous êtes vraiment les meilleurs. Je vous adore. Bye bye. Merci Florence pour ton hibou lointain du Québec, on adore ça. Alors oui, c'est une question dont on a déjà répondu, en tout cas pour la première, à savoir comment l'Horcrux dans Harry a pu être détruit par Voldemort et Harry survivre. Mais comme on reçoit souvent la question, notamment par écrit, c'est bien de faire quelques petits rappels. Donc on peut commencer par ça. Alors c'est une question qui est encore débattue parce que c'est pas écrit noir sur blanc dans le livre, vraiment la raison, enfin voilà, l'explication pour mettre tout le monde d'accord. C'est aussi sujet à interprétation, hein, beaucoup dans les reliques de la mort. Mais pour moi, et je trouve quand même que c'est sans doute la raison principale,
ça réside dans le fait que Voldemort, il a pris le sang de Harry pour revenir dans le 4. Et donc, la protection de Lily coule dans les veines de Voldemort. Et ça, on le voit bien, Dumbledore, quand il apprend ça, il réagit, il est comme un éclair dans les yeux. Et je pense parce que c'est, la chose la plus primordiale pour que cet événement-là, que Harry soit débarrassé de l'Horcrux, mais qu'en même temps il puisse survivre, que ça soit rendu possible. Voilà. Et très certainement que Dumbledore espérait que quelque chose comme ça arrive, que Voldemort prenne le sang de Harry. Donc Harry, dans la forêt, dans les reliques de la mort, il se rend, il affronte la mort avec l'Avada Kedavra, donc en gros, il se sacrifie. Et à ce moment-là, il se retrouve dans les limbes avec un choix, soit revenir, ce qui a pour conséquence de simplement détruire l'Horcrux. En gros, il revient en vie, mais il est débarrassé de l'Horcrux qui vivait en lui. Soit il meurt, tout simplement. En gros, il meurt avec l'Horcrux. Donc il revient pas, il est mort. Et tout ça, pour moi, c'est grâce au sang de Lily, en fait, qui coule dans les veines de Voldemort. Il se crée cette espèce de vortex curieux où Harry se retrouve dans les limbes, où Harry a le choix, soit de mourir, soit de revenir, débarrassé de l'Horcrux. Certains avancent l'hypothèse que les reliques ont leur rôle à jouer parce que Harry est le maître de la mort. Moi, je trouve que les reliques ont surtout un rôle symbolique et que Harry, effectivement, pour moi, il est peut-être le maître de la mort, mais il est le maître de la mort par sa décision, par son choix sacrificiel, et pas parce qu'il possède 3 supposées reliques qui le rendraient immortel. Voilà. Alors, aussi, le fait qu'il possède la baguette de Suro, ça a son importance, mais pour moi, ça n'a pas son importance maintenant, pas quand il se rend dans la forêt. Ça a son importance au moment du dernier duel, lorsque Harry lutte pour sa survie, parce que à ce moment-là, la baguette ne peut pas tuer quelqu'un qui lutte contre elle, et la baguette ne peut pas lutter contre son véritable possesseur qui lutte pour sa survie. Donc c'est pour ça que Harry parvient à vaincre Voldemort. Enfin, en tout cas, le sortilège de mort de Voldemort se retourne contre lui à ce moment-là. Je sais pas si j'étais très clair. Ça reste une théorie, et c'est la théorie principalement partagée par les fans. Mais tu veux dire quoi quand Harry fait le choix de pas revenir? Rappelle-toi, quand il se trouve dans les limbes avec Dumbledore lui dit que... Déjà, il lui demande c'est quoi ce lieu et tout, et Harry lui dit j'ai l'impression que c'est King's Cross. Il fait tiens, c'est marrant, King's Cross, en gros, c'est une gare, donc en fait, tu peux choisir de prendre un train ou d'en prendre un autre ou de rester sur le quai. Et en gros, c'est un peu une métaphore. Et Dumbledore lui explique qu'il a le choix, en fait. Soit il peut prendre le train et de revenir à la vie, soit il peut rester sur le quai de gare. Et en gros, faire le choix de mourir. En fait, Harry, il aurait très bien pu mourir. Oui, mais t'as dit Harry fait le choix de ne pas revenir. De revenir à la vie. Le choix de revenir à la vie. Pardon, j'ai dû mal m'exprimer. Harry fait forcément le choix de revenir. Ah oui, non, mais attends, j'ai loupé un truc. Pardon, parce que le tome est loin. Ok, d'accord. Tout le monde le sait. En fait, il a le choix, et Harry fait le choix de revenir. Il aurait très bien pu faire le choix de rester et donc de mourir. Du coup, la question de Florence, c'est ça. Je me suis posé une autre question, c'est peut-être que ça a déjà été posé. Harry a été blessé dans la chambre des secrets par un croc du basilic. Oui. Et pourquoi ça n'a pas atteint l'Horcrux? Parce qu'il se sert du croc pour éliminer le journal de jeu du Zor, et puis après il retourne dans la chambre des secrets pour la coupe. Du coup, je me suis posé cette question. Pour moi, la différence principale entre ces deux événements, c'est que c'est Voldemort qui tue Harry, et c'est Voldemort qui a la protection de Lily dans ses veines, dans ses propres veines. Alors que ce qui se passe dans la chambre des secrets, c'est Harry qui se prend un croc de basilic. Effectivement, le poison du basilic est assez puissant pour détruire un Horcrux, mais c'est une action simple qui se passe en fait. C'est juste Harry qui se prend un croc de basilic. Donc en gros, ça aurait très bien pu détruire l'Horcrux, mais dans la chambre des secrets, le seul moyen pour que l'Horcrux meure, c'est que Harry meure en fait. C'est-à-dire que Harry, il est en danger de mort total. Ah oui, le poison n'avait pas fait effet encore. Non. Ouais. C'est ça, c'est que vraiment, en fait, le poison peut pas détruire l'Horcrux et ne pas détruire Harry. En gros, c'est soit Harry est sauvé, c'est ce qui arrive heureusement par les larmes de Fumsec. Donc Harry est sauvé, il est guéri, mais s'il n'avait pas été guéri, tout simplement, il serait mort et l'Horcrux qui est en lui avec, en fait. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que Dumbledore insiste énormément auprès de Rogue que ça doit être Voldemort qui doit tuer Harry. Ça doit se faire de la main de Voldemort. Et je pense pas qu'ils le disent par rapport à la prophétie, parce qu'on connaît la vie de Dumbledore par rapport aux prophéties. Pour lui, les prophéties sont surtout autoréalisatrices, et que la prophétie s'est réalisée parce que Voldemort l'a prise au sérieux.
Pas parce que la prophétie est comme un dieu qui plane au-dessus de tout le monde. Non, il fallait que Voldemort tue Harry et que Harry se rende parce que justement, Voldemort, il a le sang de Lily, que ça crée une espèce de paradoxe magique qui n'est jamais arrivé auparavant. Mais Dumbledore devait se douter que c'était l'unique moyen pour Harry de survivre et en même temps pour que l'Horcrux meure. Mais c'est complexe, hein. Et en même temps, le livre est pas explicite là-dessus. Je veux dire, par exemple, tout ce chapitre dans les limbres reste très mystérieux. Et notamment parce que Dumbledore a ce côté agaçant de jamais répondre frontalement aux questions. C'est-à-dire qu'il va toujours passer par des chemins de traverse pour répondre. Et puis aussi parce que Dumbledore, il a cette philosophie que il faut faire le cheminement par soi-même. Il faut trouver les réponses par soi-même. Que ça fait partie, entre guillemets, du jeu, en fait. C'est la philosophie de Dumbledore. C'est pour ça aussi que Dumbledore met au défi Harry, même après sa mort. Il met au défi Harry de choisir entre les Horcrux et entre les reliques de la mort. Et que très clairement, Harry fait le choix des Horcrux. À un moment, il est face à un dilemme. Il fait le choix des Horcrux et il a fait le bon choix. Parce que faire le choix des reliques de la mort, en gros, vouloir devenir le maître de la mort en possédant les reliques, ça aurait été illusoire, en fait, et ça leur aurait pas permis de survivre. Okay. Ça crée toujours un blanc, mais parce que vraiment, là, pour le coup, on est vraiment... Harry Potter, c'est complexe, en vrai. C'est vraiment... C'est pas une histoire simple, et elle se termine pas simplement. Et c'est pour ça que des années plus tard, il y a encore des lecteurs ou même des gens qui ont vu le film qui se demandent mais comment ça se fait que, tu vois, par exemple, la question que tu poses, Justine, elle est légitime. Comment ça se fait que oui. Finalement, l'Horcrux, il aurait pu être détruit par le crochet du basilic et tout. Non, c'est un Dumbledore explique pas tout, le narrateur explique pas tout, Harry lui-même n'explique pas tout. Mais par contre, on peut deviner par nous-mêmes. En gros, on est invité, nous, en tant que lecteurs, à faire le même cheminement que Harry, en fait. Et je pense que J.K. Rowling s'attache à ça. Elle souhaitait pas donner toutes les réponses, de la même façon que Dumbledore donne pas toutes les réponses à Harry non plus, en fait. Mais c'est un peu l'effet que, et c'est mon livre préféré pour ça aussi, le dernier, où ça répond à plein de questions et on a beaucoup de flashbacks et on apprend le pourquoi des Horcrux, etc. Et ouais, j'avais adoré ce livre-là justement parce qu'elle donne plein de clés en fait à ce moment-là. Ouais, et moi je me souviens que quand les Reliques de la Mort étaient sorties, alors forcément j'avais adoré cette fin, mais j'avais une petite critique, c'était celle de me dire, je trouve que les Reliques de la Mort, ça complexifie trop l'histoire. Enfin, en fait, je me posais vraiment la question de la légitimité en fait de faire venir ces reliques de la mort dans le récit parce que ça brouille plus les pistes qu'autre chose. Ce qui est vrai, hein, ce qui est toujours vrai, mais parce que peut-être que j'avais pas tout à fait compris encore cette subtilité que, en fait, c'est un jeu de pistes de la part de Dumbledore aussi, ces reliques de la mort. Et c'est le choix qui compte. Harry, à un moment, a le choix. Et voilà, du coup, j'ai un peu... Il y a quand même un historique aussi sur les reliques de la mort par rapport à Dumbledore, parce que même lui les a cherchées, a voulu les posséder, et c'est aussi là qu'on voit que Harry veut pas suivre du tout le même chemin. Voldemort, c'est pareil, il veut les trouver, ces reliques. Et Harry, lui, il cherche pas du tout. C'est pour ça aussi, je pense qu'il ne les choisit pas. C'est parce que lui, il ne cherche pas du tout à avoir le pouvoir suprême. C'est pas du tout dans son idéal, c'est pas du tout son objectif. Donc c'est là qu'on voit que les chemins sont différents. Alors, l'ironie du sort, c'est que Voldemort, a priori, ne connaît pas la légende complète des reliques de la mort, parce que lui, tout ce qu'il recherche, c'est la baguette de Suro. Mais il n'a pas l'air de s'intéresser aux autres reliques, il n'a pas l'air tout simplement de connaître cette légende. Et je pense que ça fait sens, parce que je pense pas que ça soit du genre de Voldemort de donner de l'importance à une légende qui viendrait d'un conte pour enfants. Donc lui, tout ce qu'il recherche, par contre, ce qui lui parle, c'est la baguette, de Death Stick, ça lui parle, quoi. Le bâton de la mort, ça, il le veut, quoi. Mais par contre, les reliques de la mort, je pense pas qu'il en a connaissance. Et effectivement, Dumbledore, c'est un peu l'archétype, le cliché du paternel qui souhaite que son fils devienne meilleur que lui. Et c'est pour ça, peut-être, que Dumbledore est d'autant plus fier. On le voit dans les limbes, il pleure en voyant Harry. Enfin, il a énormément d'admiration par rapport à Harry, parce que je pense qu'il se voit en Harry, mais il voit aussi quelqu'un de meilleur que lui-même, parce que Dumbledore a été perverti effectivement par les reliques de la mort, il a été perverti par Grindelwald à une époque, alors que Harry, à aucun moment, il a la tentation du pouvoir et du mal. À aucun moment, ça lui arrive. Directement, il fait le choix des Horcrux et il se dit, les reliques de la mort, bullshit en fait. Alors que Dumbledore, lui, ça n'a pas été bullshit à un moment, il a vraiment été en quête des reliques de la mort, pour le plus grand bien. Il a adhéré à ce discours. Harry, jamais.
Et c'est pour ça que je pense pour Dumbledore, Harry, c'est lui-même en mieux, en fait. Donc, il a réussi, quelque part, son éducation. Il est fier de ça. Sinon, pour la deuxième partie de la question de Florence, est-ce qu'on a d'autres recos de podcast? Alors, on en a. Alors après, ce qui serait d'un intérêt pour un fan d'Harry Potter, c'est là où c'est peut-être un peu plus compliqué. Parce que moi, j'écoute d'autres podcasts, mais c'est pas forcément lié à Harry Potter pour le coup. C'est parce que j'ai peut-être aussi d'autres centres d'intérêt. Par contre, ce qui est sûr en tant que... ce qui peut être lié de près ou de loin à Harry Potter, on conseille évidemment les podcasts de la Gazette du Sorcier. Au Québec, Le podcast. Le podcast, oui, l'ancien, les archives, le grimoire, les podcasts qui sentent la poussière un peu. Mais ils sont super. Ah, merci. C'est vrai que je suis content de voir que ça vieillit pas trop, ça va. Bah non, vraiment, un thème par épisode, moi j'avais adoré. Ouais. Il y a aussi En attendant ma lettre de Poudlard, le podcast québécois, on avait reçu Frédéric, son animatrice. Peut-être aussi 2 autres podcasts que j'écoute qui sont pour le coup un peu plus éloignés d'Harry Potter, mais qui peuvent quand même plaire dans des centres d'intérêt communs. C'est d'abord Les Pages du Milieu, parce que c'est exactement ce qu'on fait, mais sur l'univers de Tolkien, si on aime le Seigneur des Anneaux. Sinon, il y a Adapte-moi si tu peux aussi, parce qu'on parle beaucoup d'adaptations, livres, films, et il y a un très bon podcast. On avait reçu Victoire, son animatrice aussi, dans le podcast. Donc, je conseille ça. Je sais pas si vous en avez, vous, des conseils? Non, de podcasts avec un intérêt pour les Potterheads. En fait, j'écoute pas de podcast sur Harry Potter à part En attendant ma lettre de Poudlard. Je crois que j'avais découvert, justement, c'est pour ça qu'on avait invité Frédéric. Mais à part En attendant ma lettre de Poudlard, j'en écoute pas. Et sur l'occulte et le paranormal? Mais voilà, moi j'écoute Paranormal et True Crime, donc ça n'a rien à voir, quoi. Toi, t'en écoutes d'autres des podcasts, Justine? Oui, ce que j'ai fait, moi, sur Harry Potter, j'ai tapé... moi, j'utilise Apple Podcasts, mais je pense qu'on peut le retrouver sur Deezer ou Spotify. 2 heures de perdu. Ils ont regardé des films Harry Potter, et en fait, pour ceux qui connaissent pas, c'est une équipe qui visionne des films, et après ils vont débattre sur le film, et du coup je sais pas s'ils ils ont fait tous les films. Si, je crois, parce que là c'est leur dernière saison, et je crois qu'ils ont fini. Ils finissent avec le dernier Harry Potter. Ouais, ils ont revu, ils ont vu tous les Harry Potter, ouais. Et sinon, je crois que c'est l'émission France Inter ou je ne sais plus, une émission de radio qui avait fait 4 épisodes sur Harry Potter, mais sur des sujets un peu plus spécifiques. Je crois qu'il y avait l'amour dans Harry Potter. C'est pas France Culture? Non, je sais plus. Non, je crois que c'était France Inter. Oui, France Culture. Ou France Culture. Je sais France Culture, ça me dit quelque chose. Ils avaient reçu des invités, ouais, effectivement. Oui. D'ailleurs, quand on tape podcast Harry Potter, c'est vrai qu'on tombe beaucoup sur eux, du coup. Mais alors que ça commence à dater et que c'est que 4 épisodes, mais effectivement, ouais, ils sont très intéressants. Et c'est très bien qu'il reste, hein, du coup. Pas de podcast. T'en écoutes pas d'autres? Ouais. Enfin, si, j'en écoute d'autres, mais qui n'ont pas de lien. Voilà, je crois que l'auditrice a 13 ans, je vais pas lui proposer d'écouter Homicide, par exemple. J'écoute aussi Homicide. Ouais, moi aussi. Mais j'aime bien le true crime. Après, ce qui est peut-être aussi en mode, c'est peut-être pas un hasard non plus, tu vois, enfin, moi, par exemple, j'aime bien, Homicide, j'aime bien On de la raconte, j'aime bien Transfert. Et en fait, j'aime bien les histoires. Ah oui, Transfert, c'est extraordinaire. C'est vraiment des témoignages, une seule personne qui raconte une histoire qui lui est arrivée en vrai sur des thèmes très divers. Alors attention, hein, c'est un peu comme... Vous aviez noté ou pas qu'une fois c'était Eddie de Pretto qui avait fait une émission? Il est pas mentionné. Ah bon? Ah oui, ça me dit quelque chose. Ouais. Ça me dit quelque chose. En fait, ils annoncent pas Eddie de Pretto, mais en fait c'est lui qui raconte. Ah oui, oui. Et j'ai adoré. Mais je crois que j'ai reconnu sa voix directe, hein, par contre. Après, il y a des trigger warnings, hein, parce que parfois, il y a des sujets très, très durs qui sont abordés. Que ça soit dans Transfert ou dans Homicide ou dans On de la raconte. C'est très, très dur. Affaires sensibles, un peu moins, par exemple, qui est un très bon podcast. Hein, Maintenant, c'est un peu plus politique, je crois que c'est politique que True Crime. Mais le truc où c'est peut-être pas un hasard qu'on aime ça, c'est que, enfin, moi, j'aime bien les histoires. Simplement, j'aime bien en raconter. C'est ce qu'on fait un peu à travers ce podcast par notre passion d'Harry Potter. Mais j'aime bien aussi qu'on m'en raconte. Et c'est pour ça que j'adore, en fait, les podcasts de témoignages qui racontent, là, je suis dans ma phase, je rattrape tout Christophe Ondelat. Parce qu'en plus, lui, il interprète les personnages. C'est un peu drôle des fois et tout. Mais par contre, c'est des affaires judiciaires, la plupart du temps, qui peuvent être très très dur, donc là gros trigger warning si vous êtes jeune, vraiment n'écoutez pas ça, c'est vraiment pour un public averti, mais
Mais voilà. Il n'y avait pas un podcast aussi où c'était un papa qui lisait Harry Potter à son enfant? J'étais tombée sur ça, je crois. Ok. Ah, je sais pas. Je En connais pas. français? Oui, en français, oui. Ok. Non, mais on connaît pas tout, hein, c'est vrai. Hein. Nous passons au hibou sonore de Juliette. Hello, hello la fréquence. Moi, c'est Juliette, j'ai 12 ans. Et j'avais une petite question à vous poser. Dans Harry Potter 3, dans le chapitre Un épouvantard dans la penderie, je me demandais qu'est-ce que ça faisait si on mettait un épouvantard devant un miroir. Est-ce que tout simplement il exploserait? Ou est-ce que cet épouvantard a une peur? Si oui, pour vous, laquelle? Et est-ce que cette peur se matérialise? Voilà, sinon continuez comme ça, vous êtes géniaux. Bisous bisous à vous et à l'invité. Merci Juliette pour ton hibou. Alors moi je pars du principe que l'épouvantard c'est un non-être. Donc vu que c'est un non-être, il n'a pas de peur, il n'a pas de sentiment. Donc un épouvantard face à un miroir, ça donnerait rien de plus qu'un... En plus on sait même pas quelle forme ça a, l'épouvantard. Ça donnerait juste la forme originelle de l'épouvantard face à son reflet. Mais pour moi ça aurait pas d'incidence en fait, parce que c'est pas un vrai... C'est un non-être en fait. Ça n'a pas de reflet, tu veux dire? Si, c'est un reflet, mais ça a pas de peur, tu vois. Il va pas se faire peur avec sa propre peur. Tu vois, il va pas se transformer en se voyant. Parce que la question de Juliette, c'est est-ce qu'il a une peur, tu vois. Mais pour moi, il a pas de peur, il a pas de sentiment, un épouvantard. Oui, là-dessus, je suis d'accord. Et puis peut-être qu'un épouvantard qui... imaginons, par exemple, là, la penderie, eh ben, il va pas attaquer un miroir, en fait. Parce que du coup, il détecte... Parce qu'en fait, lui, il se détecte pas lui-même comme un être vivant, en fait. Ouais, voilà. Il va pas attaquer son propre reflet, c'est ça que tu veux dire, en fait. Non, ouais, ça se tient. Par contre, ça peut être un moyen de défense, comme le ridiculus aussi. Tu vois ce que je veux dire? Genre se protéger d'un miroir. Ah, de mettre un miroir devant toi. Ouais, en fait, il t'attaque toi. Un bouclier. Il t'attaque toi, et puis là, tu fais apparaître un miroir. Tu vois, là, pour le coup, ça peut peut-être avoir un effet. Ça doit annuler sa forme, en fait. Ouais, peut-être que ça crée une espèce de court-circuit, tu vois. Peut-être que le truc, il moi, explose. j'imagine ça un bug, en fait. Ouais, voilà, moi, j'imagine un bug, en fait. Erreur 404. Ouais, c'est une grosse erreur 404 sur l'épouvantard, il explose, ou je sais pas. Ouais, non, c'est une bonne question. Mais ouais, peut-être que ça peut agir au même titre que de ridiculiser son épouvantard et du coup le vaincre par le rire. Peut-être que le mettre face à son propre reflet, ça peut aussi être un moyen de défense contre l'épouvantard. C'est pas évoqué par Lupin dans le 3, mais ça peut fonctionner. Ouais. À essayer. Ouais, on essaiera sur le prochain épouvantard qu'on croise. Allez, on passe au hibou sonore d'Aurore. Cette fois, on écoute ça. Coucou la fréquence. Je viens de terminer le précédent épisode où vous parlez de la délégation de Beaubaton et de Durmstrang. La Coupe de Feu est l'un de mes tomes préférés, mais il y a toujours quelque chose qui m'a un petit peu dérangée et j'ai mis le doigt dessus avec les précédentes remarques de Jérémy. Ok, il y a une dizaine d'élèves pour chaque école qui est là, mais en fait, qu'est-ce qu'ils font le reste de l'année? Notamment les élèves qui ne sont pas sélectionnés en tant que champions. J'ai toujours trouvé ça très bizarre, le fait qu'il y ait, on va dire, une vingtaine d'élèves étrangers qui restent à Poudlard tout au long de l'année, surtout pour 3 épreuves, notamment avec les moyens de transport sorciers, ils pourraient très bien retourner dans leur école et simplement venir pour le soir de l'épreuve. Je me demande en fait ce que font les élèves le reste du temps à Poudlard, qui leur donne des cours, où leur donne-t-on des cours? Est-ce que Poudlard met des salles à disposition ou est-ce que ça a lieu dans la cale du bateau? Je ne sais pas. Ça suppose aussi que le directeur peut donner des cours dans chacune des matières. Alors je me dis, bon, les directeurs sont certainement des sorciers accomplis, mais est-ce qu'ils sont vraiment capables de donner des cours dans les matières comme le sortilège ou les soins créatures magiques? Bon, après, on ne sait pas quelles sont les matières dans les autres écoles. Je trouve ça aussi étrange qu'une école puisse ne pas avoir son directeur pendant une année complète et que, justement, les jours où il y a des épreuves, il n'y ait pas, justement, en fait, les élèves des autres écoles qui viennent pour faire un peu les supporters, en fait. J'ai l'impression que vu que c'est organisé à Poudlard, c'est accessible que aux élèves de Poudlard et puis on va dire aux gens du ministère, etc. et aux gens du coin. Mais en fait, les autres écoles qui pourtant participent, elles sont pas là même pour assister aux épreuves. Donc voilà, j'ai toujours trouvé que c'était un petit peu dommage ça au niveau de l'écriture, alors que pourtant la Coupe de Feu c'est déjà un tome qui est assez copieux, quoique digeste. Donc voilà.
Merci Aurore pour ton hibou sonore qui est lui-même copieux quoique digeste, je l'ai dit. Moi, j'ai la réponse. Les directeurs et directrices sont en télétravail. Télétravail Covid. Ouais, c'est Bah, ce qui me semble assez évident, c'est que les élèves, ils sont en cours particulier avec leurs directeurs et directrices. Je crois pas qu'il y ait un échange d'élèves de Durmstrang et de Beauxbatons au sein d'autres écoles de Poudlard, enfin des classes de Poudlard. Je crois vraiment que chacun fait sa petite vie. Donc les élèves de Poudlard à Poudlard, normal. Et puis Durmstrang, ils restent beaucoup dans le carrosse et les élèves de Durmstrang beaucoup dans leur bateau. Après, effectivement, ça peut paraître limité, mais on parle aussi d'un monde magique où tu rentres dans une tente et c'est une villa 4 étoiles, donc tout est possible, quoi. Et, Il y a des têtes qui sont des cheminées. ouais, c'est ça. On peut imaginer aussi que doit y avoir un directeur ou directrice adjoint à Beauxbatons et Durmstrang. Par exemple, si Dumbledore devait se déplacer, McGonagall reprendrait le flambeau en tant que directrice à Poudlard, par exemple. Donc, on peut imaginer la même chose dans les autres écoles. Et puis... Oui, et puis les directeurs, dans leur cursus, c'est des anciens professeurs. Donc, pour répondre à sa question de est-ce qu'ils sont capables d'enseigner, ils sont peut-être pas spécialistes dans toutes les matières, mais en tout cas, ils ont été enseignants avant d'être comme Dumbledore, en fait. Avant, il était professeur contre le défense du mal. Donc, je pense que pour les autres, c'est la même chose. Ouais, tout à fait. Moi, je pense que oui, effectivement, c'est ce qu'ils font, les directeurs. Par exemple, je sais pas trop dans le cas de Madame Maxime ou Karkaroff, mais Dumbledore, il serait apte à donner cours dans toutes les matières, en vrai. Donc, je pense que c'est ce qui se passe. Et puis, un autre truc, c'est que faut pas oublier que c'est le monde de la magie et que c'est beaucoup plus facile de voyager, de se transporter d'un endroit à l'autre. Donc, je pense que Karkaroff et Madame Maxime, des fois, reviennent dans leurs écoles. Enfin, ils quittent pas leur école toute l'année, quoi. Les distances sont quand même moindres dans le monde de la magie. Ça répond pas forcément à la question de mais il y a pas d'élèves de Beauxbatons et de Durmstrang pour supporter leurs candidats. Ça, c'est vrai, par contre. Mais comme on disait dans le chapitre, c'est aussi jouer en extérieur. C'est pareil dans le sport, en fait. Des fois, t'as le public qui est avec toi, des fois, il est contre toi. C'est un peu le jeu. C'est pour ça que j'ai l'impression que dans la tradition, c'est chaque école reçoit le tournoi à tour de rôle. Enfin, c'est jamais la même école qui accueille le tournoi. Donc voilà. Je sais pas si vous avez des choses à ajouter par rapport non. à la question d'Aurore. Je crois que c'était assez clair. Et nous passons au dernier hibou sonore, celui de Laura. Coucou Jérémy et Marina, j'espère que vous allez bien et bonjour à l'invité s'il y en a un. En fait, j'ai une question depuis un bon moment et j'ai pas trouvé grand chose sur internet, mais peut-être que vous avez plus l'habitude de faire des recherches que moi, donc peut-être que vous trouverez. En fait, je me demandais dans le 5, l'arche que traverse Sirius quand il se prend le sort de Bellatrix. En fait, c'est quoi cette arche? Parce que je comprends à peu près que c'est un voile entre la vie et la mort, mais c'est quoi exactement cette arche? D'où elle vient? Pourquoi elle est là? Enfin, je sais pas si vous avez des théories ou des réponses. Voilà, je vous fais des bisous. Merci Laura pour ton hibou. Alors, je pense que J.K. Rowling, elle n'en sait pas plus que nous. Parce que j'ai retrouvé l'extrait d'un entretien qu'elle donnait à une autrice sur un blog. Et donc, du coup, elle parlait de ce fameux voile. Donc, comme tu l'as compris, l'arche, c'est une séparation entre la vie et la mort. On ne peut pas revenir en arrière après avoir traversé ce voile. Enfin, en tout cas, on ne peut pas revenir sous une forme qui rendrait heureux qui que ce soit, en fait. Apparemment, J.K. Rowling, elle en a déjà fait allusion dans les contes des trois frères. Dans l'extrait, on aurait dit que la mort était séparée d'eux par un voile. Après, on n'en sait pas plus de pourquoi c'est là, qu'est-ce que c'est exactement. On ne sait pas. Justement, s'il est au département des mystères, est-ce que c'est pas justement parce qu'ils sont tombés dessus un jour et ils ne savent pas ce que c'est, ils savent que c'est dangereux, qu'une fois qu'on traverse le voile, on peut plus en revenir. Je sais pas. Je sais pas si vous avez des théories dessus. Oui, moi je me suis dit qu'il était à cet endroit-là pour le protéger, pour personne n'y ait accès. Après, l'utilité, je ne sais pas. Il y a juste un autre truc qu'elle avait précisé, je crois, dans une interview, mais ça ne nous aide pas énormément, mais elle avait précisé que le voile est aussi vieux que le ministère lui-même. Donc ça pourrait aller dans le sens où, en plus c'est décrit, genre les pierres sont très anciennes, enfin ça fait vraiment quelque chose de très ancien dans la description.
Ça donne l'impression que ça a toujours été là. Donc c'est même à se demander si cette espèce de salle, la salle de la mort là, qui est construite, est-ce qu'elle n'a pas été construite autour de cette arche qui était déjà là de base et que le ministère après s'est développé autour. C'est une possibilité en fait que cette arche préexiste au ministère même de la magie. C'est possible en tout cas. Mais effectivement, on est dans le département des mystères et encore une fois, tu vois, c'est un objet qui existe et qui a une relation avec le conte des trois frères. Ouais, tout à fait. Ouais. Et puis, on sait que du coup, dans le département des mystères, il y a des langues de plomb qui y travaillent. Et le travail des langues de plomb, c'est d'étudier en fait des objets mystérieux. Et le voile en fait partie. Donc en fait, je pense que depuis des années et des années, en fait, les sorciers tentent de percer le mystère de ce genre d'objet et sans pour autant y arriver forcément. Puisque pour percer le mystère, il faudrait passer de l'autre côté. Sauf que si on passe de l'autre côté, on n'en revient pas. C'est clairement un passage entre le monde des vivants et le monde des morts. On peut se douter aussi que, en fonction de qui on est, on va être plus ou moins sensible à ce voile. C'est-à-dire que, par exemple, ça a l'air de suggérer dans l'Ordre du Phénix que ceux qui ont perdu des êtres chers, ils semblent entendre des murmures. C'est le cas de Harry et Luna, par exemple, hein, dans la bataille, quand ils sont dans le département des mystères, en tout cas. Eux, ils entendent comme des murmures. Hermione, elle n'entend rien. Mais très probablement parce qu'elle n'a pas perdu d'être chère. Un peu de la même façon qu'on voit ou pas les sombrales, en fait. C'est un peu... On peut comparer les deux, peut-être. Et en plus, ce qu'il y a derrière aussi, ce que tu peux t'imaginer ce qu'il y a derrière, c'est par rapport à ta religion aussi, parce que qu'est-ce que la vie après la mort, selon ta religion, selon tes croyances, selon ta spiritualité, il va y avoir beaucoup de réponses possibles. Ouais. Et justement, en parlant de religion, on avait fait un after show consacré au symbolisme religieux dans Harry Potter avec Lizzie. Qui a beaucoup plu d'ailleurs. Ouais. Et je sais plus si on a parlé du voile, mais c'est clairement aussi une inspiration religieuse ici. C'est déjà une expression aussi qui existe et qui vient de la religion, c'est aller au-delà du voile. En gros, passer de l'autre côté, quoi, du voile, qui est une métaphore de la mort. J'ai été un peu regardé, c'est d'origine hébreu. Et en fait, ça fait référence au voile du temple de Jérusalem qui séparait les hommes mortels de Dieu. Donc là aussi, on a clairement une inspiration, pour le coup, judaïque, hein, de ce voile qui symboliserait une espèce de passage entre le commun des mortels et le monde des morts mystérieux, et puis dans le cadre de la religion, le saint des saints, quoi. Là, pour le coup, on n'est pas dans la religion dans Harry Potter, mais n'empêche pour moi, il y a un gros symbolisme religieux qui est quand même affirmé ici. Mais effectivement, après, je pense qu'on saura jamais ce qu'il y a au-delà, c'est genre, parce que clairement, il vaut mieux pas savoir. Enfin, c'est un aller simple à chaque fois. Il y a jamais d'aller-retour. Voilà. Et c'est sur ce mystère que cette volière se termine. Comme d'habitude, on en attend vos hiboux de préférence sonore. Vous pouvez nous envoyer un message vocal d'1 minute environ, soit en message sur nos réseaux, soit par mail à l'adresse en description. Il n'est pas impossible que votre hibou soit retenu en stream plutôt qu'en podcast. On a commencé à faire ça avec les viewers de Twitch et ça plaît plutôt bien. Et en plus, ça permet de sélectionner beaucoup plus d'hiboux parce que c'est toujours dommage de ne rien faire de certains messages qui sont pourtant intéressants. En ce moment, je live chaque dimanche soir. N'hésitez pas à suivre la chaîne Twitch ou à guetter YouTube pour accéder au replay. Merci à tous ceux qui nous laissent des étoiles et des avis sur les différentes applis d'écoute. C'est un soutien précieux pour notre podcast. Petite dédicace à KitKat, Velours Pinceau, Luna Lovebook, Fut et Kitri qui ont laissé un commentaire récemment sur Apple Podcast, par exemple, mais aussi à tous ceux qui réagissent et commentent sur Spotify, YouTube ou sur les réseaux. Et oui, on lit tous les messages qu'on reçoit, donc n'hésitez pas à nous faire vos retours. C'est toujours un grand plaisir pour nous. Si vous avez la possibilité et l'envie, voilà, vous le savez, si vous nous écoutez régulièrement, vous pouvez aussi nous soutenir financièrement de plusieurs façons. Je parlais de Twitch, en faisant des subs à la chaîne Twitch, vous soutenez bien sûr l'entièreté de notre projet. Il y a bien sûr notre Patreon que vous pouvez rejoindre pour 4 galions par mois. En devenant un patronus du Patreon, vous avez accès au podcast quelques jours en avance et surtout aux after-shows exclusifs qu'on enregistre à chaque fin d'épisode avec nos invités. Cette fois-ci, on va rester encore un peu avec Justine pour parler casting des films Harry Potter. Voilà, c'est l'idée qu'on a eue ensemble. Parce que je crois que tu as une petite anecdote à on ce le répète, sujet. Ça va lui mettre la pression pour son anecdote. Non, c'est un petit teasing, voilà, il y a une anecdote. Non, on ne sait pas ce que c'est. Voilà, on la garde secret.
Bon, ça va toujours. J'espère que t'es prête à rester un peu avec nous quand même pour cet after show. Mais oui, bien sûr, avec plaisir. En plus, j'ai postulé il y a 2 ans. Vous vous rendez compte, il y a Oui. 2 ans. Oui. Comme Tiffany avant toi, effectivement. Ne perdez pas espoir si vous candidatez sur le Discord. Ça arrive. Ça peut être très long. Ça peut être plus court, mais ça peut être très long. En tout cas, voilà, t'as répondu à l'appel. Donc, merci, Justine. On parlait des moyens de soutenir notre podcast. Eh bien, il reste le Tipeee encore, bien sûr. Si vous rejoignez la page, vous ferez partie de la liste des tipeurs qu'on cite à chaque fin de podcast, comme le veut la tradition. Merci à Corsetilou, Mugiwara, Julien Bédé, Lucie. Poki Pims, Bispack, Dispirit, Sophie, Kimidoc, Christelle, Aurélien, Kali, James, Pamela et Chloé. N'hésitez pas non plus à rejoindre la commu sur notre serveur Discord. Et c'est là aussi que vous pouvez candidater si vous voulez nous rejoindre vous aussi en tant qu'invité. N'hésitez pas à le faire. Tout ça se déroule sur Discord qu'on vous invite à rejoindre là aussi. Le lien est en description. En plus, il est fait bon vivre et c'est un moyen de garder le contact entre les sorties. D'ailleurs, le prochain podcast sera consacré au chapitre 21 qui aura pour titre Le front de libération des elfes de maison. Et là, c'est nous qui vous libérons et on se dit à très vite. Ciao, salut.